Mais les personnes qui sont sur les réseaux sociaux sont des personnes physiques, ce sont des vraies personnes. C'est pour ça que je parle de pays virtuels. Aujourd'hui, je suis en train de vous parler à travers une caméra, mais ça n'enlève pas le fait que ce soit Emmanuel Tchabo qui soit en train de vous parler. Donc, ça veut dire que je suis en même temps une personne virtuelle de par l'image vidéo et en même temps, je suis une personne physique de par mon existence réelle dans le monde actuel. Et vous avez également Internet. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas assimiler le digital à Internet? C'est tout simplement parce que Internet ici n'est qu'un réseau. Internet permet d'interconnecter les gens. Vous pouvez faire du digital sans Internet, par exemple. Je vais vous prendre un cas simple. Aujourd'hui, pourquoi je dis qu'il faut réfléchir en termes de problématiques? Si vous êtes un chef d'entreprise et que vous avez, par exemple, un registre où vos employés entrent et sortent, et dans ce registre, on note les heures d'arrivée et les heures de départ, vous allez vous rendre compte que le registre sera un peu fastidieux. Notez tous les jours avec le papier, les registres, le gardien qui n'est pas vigilant ou bien alors le vigile qui n'est pas assez concentré, vous allez perdre en termes d'information et puis vous n'allez pas bien contrôler. Alors qu'aujourd'hui, si vous avez une pensée digitale, vous allez vous dire comment est-ce que je peux faire pour régler ce problème. Vous allez mettre sur pied ce qu'on appelle un portail biométrique avec une empreinte où tout le monde vient, vous avez déjà vu ça dans les entreprises, ils mettent leurs empreintes et grâce à ça, vous allez savoir à quel moment telle personne est entrée, à quel moment elle est partie, à quel moment elle est revenue, et ainsi de suite. Et rien qu'à partir de ce portail-là, vous allez vous rendre compte que vous avez toutes les données statistiques parce que ça va vous donner tout cela dans un dashboard. C'est la même chose pour la maman aujourd'hui qui veut vendre son thieboudienne et qui se dit, ah, OK, moi aujourd'hui, je suis installé dans un quartier. Je ne sais pas ce que je vais faire, mais cette fois-ci, je prends un exemple où elle utilise Internet. Imaginez un instant qu'elle veut commercialiser. Avant cela, elle se déplaçait et elle disait, je fais du thieboudienne, voici mon flyers, est-ce que vous pouvez commander? Alors, tout ce qu'elle va faire aujourd'hui avec le digital, c'est qu'elle va se dire, je vais associer à ça une technologie et je vais associer à ça Internet, c'est-à-dire la connexion, et je vais mettre sur WhatsApp. Ça veut dire que je vais tout simplement prendre les numéros et chaque matin, je vais envoyer les menus et je vais échanger, demander qui veut manger du thieboudienne à midi, qui veut manger du thiebouyab, qui veut par exemple manger du mafé. Et là, j'aurai toute la liste sans me déplacer et elle vient de résoudre un problème majeur. C'est-à-dire qu'elle a la possibilité d'envoyer son menu, elle a la possibilité de recevoir les commandes, de les expédier et d'avoir la satisfaction et les retours des clients tout simplement avec WhatsApp. Et c'est pourquoi je dis que le digital, ce n'est pas Internet. Parce qu'elle, dans son cas, elle a utilisé une technologie qui est WhatsApp, c'est-à-dire un outil, et le réseau Internet. Maintenant, les pages de réseaux sociaux ou les sites sont des entreprises. Pourquoi? Parce que lorsqu'on vient sur votre page, si on vient sur une page, par exemple, qui s'appelle Greenfish et qu'on sort, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas parce qu'on est sur la page qu'on n'est pas sur l'entreprise. Tout ce que vous allez dire là-bas va vous engager. Donc, ça veut dire que lorsque vous êtes sur une page de réseaux sociaux, ou bien sur un blog ou sur un site, tout ce que vous allez trouver en termes de texte, en termes de visuel, va engager la personne. C'est pourquoi il faut considérer cela comme étant des entreprises et non une page où vous venez seulement vous amuser. Parce que je vois souvent sur beaucoup de pages où les gens postent des éléments sans prendre beaucoup de soin en se disant que c'est des réseaux sociaux. Mais en réalité, les réseaux sociaux, c'est également vous. Et c'est pour ça que je dis que ce sont des pays, ce sont des entreprises, je voulais dire, vos pages. Donc, il faut les traiter avec grand soin. Maintenant, les applications, parce qu'on dit souvent le digital, c'est telle application, c'est le numérique. Non, ce n'est pas ça. Le digital, en réalité, contient des applications qu'on utilise tout au quotidien pour pouvoir déployer cela. Et les applications, aujourd'hui, sont les logiciels. Je vous prends un exemple simple. Si vous voulez revenir au cas de l'affiche, j'arrive à faire une affiche grâce à un outil qui s'appelle peut-être Photoshop, Adobe Illustrator, ou alors pour ceux qui aiment les outils de conception en ligne, Canva. Et lorsque je finis de concevoir cela, c'est-à-dire que j'ai utilisé un outil, mais l'outil en lui-même ne saurait être le digital. C'est un élément qui fait partie de mon écosystème digital. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas assimiler le digital à un outil. Alors maintenant, pourquoi le digital? Parce que le digital permet à peu près de tout transformer. Si vous allez dans une entreprise où on fait de la production, par exemple, de bouillon ou de cubes magie, lorsqu'on passe d'une phase de dématérialisation, c'est-à-dire qu'on dit, ah, aujourd'hui, avant, les gens, ils étaient en train de faire la production de manière manuelle. Aujourd'hui, on va prendre une machine qu'on va commander à partir d'un ordinateur. Vous allez vous rendre compte qu'on a repoussé les limites humaines. Et à partir de ce moment, on est également en train de faire du digital parce qu'on est en train d'industrialiser le processus de manière numérique. Et ça fait à un moment donné que ça fait également, si on peut dire, un autre pan du digital. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas aussi associer le digital tout simplement à tout ce qui est industrialisation tout simple. C'est beaucoup plus un écosystème. Et pourquoi on dit que les limites et les frontières sont vraiment refoulées? C'est parce que vous pouvez toucher n'importe quelle personne et c'est ce qu'on va voir dans la diapo qui suit. Prochaine diapo. Alors, première des choses, c'est qu'il y a une question aussi à laquelle il faut répondre, c'est
c'est quoi les réseaux sociaux? Est-ce que vous savez ce que c'est que les réseaux sociaux? Ça, c'est une question. Elle peut paraître banale, mais elle est importante quand même. C'est-à-dire, il faut savoir que il y a une raison d'être quand même des réseaux sociaux. À la base des réseaux sociaux, c'est pour apprendre à connaître des gens, pour découvrir les gens, pour contacter les gens, pour faire des propositions. Parce que sur les réseaux sociaux, vous pouvez, par exemple, avoir accès à n'importe qui dans le monde, c'est-à-dire sans l'avoir contacté au préalable. Vous pouvez avoir accès à n'importe quelle heure, à n'importe qui. Les réseaux sociaux, en réalité, c'est magique. Pour moi, c'est magique. Pourquoi? Parce que c'est un moyen qui permet d'entrer dans le salon de quelqu'un sans demander son avis, de lui dire ce qu'on a à lui dire et de ressortir et sans qu'il ne puisse rien vous faire. Et à partir des réseaux sociaux seulement, vous pouvez si on peut dire, vous introduire dans la vie de n'importe qui, dans l'écosystème de n'importe quelle entreprise, et vous allez les toucher. Maintenant, vous pouvez trouver n'importe qui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez le marché déjà qui, tout le monde est sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Et vous pouvez toucher n'importe qui. Il vous suffit tout simplement de cibler la personne et vous allez arriver. Maintenant, vous pouvez proposer tout ce que vous voulez. Parce que sur les réseaux sociaux, il suffit de ça. Par exemple, aujourd'hui, je suis en train de vous parler de la formation. Si je suis en train de vous donner une formation aujourd'hui dans tout ce qui est digital ou bien dans tout ce qui est réseaux sociaux, s'il y a par exemple une entreprise ou bien un entrepreneur parmi vous, il peut déjà deviner que je pourrais être intéressé par des solutions numériques ou bien des solutions d'enregistrement des cours en ligne. Alors là, il va me contacter après et me dire, écoutez, M. Thiago, je vous ai vu intervenir lors du séminaire de Green Tech Capital et je voudrais que vous puissiez, par exemple, utiliser cette application parce qu'elle va vous permettre de faire ci ou ça. Et là, ça va m'intéresser. Ça veut dire que la personne, en réalité, elle ne me connaît pas, mais elle a eu l'opportunité de me connaître grâce à un réseau social, grâce à une technologie dans ce sens-là. Et c'est pour ça que c'est important d'aller sur les réseaux sociaux. Alors, sur les réseaux sociaux également, vous pouvez vous informer et puis vous pouvez informer à tout moment. Ça aussi, c'est... Imaginez dans la presse classique, si vous devez donner une information, vous devez aller acheter le journal, c'est-à-dire la presse écrite. Vous devez lire, encore qu'il faut le budget pour acheter, parce que dans la plupart des pays africains, ça oscille entre 200, 400 francs et 600 francs. Et ce n'est pas évident de s'en procurer tous les jours. Sauf que sur les réseaux sociaux, vous avez beaucoup de pages qui vous font la revue de presse, qui vous donnent des informations économiques, qui vous font même jusqu'aux activités ludiques. Aujourd'hui, vous avez des séries qui cartonnent carrément sur YouTube, qui sont des séries comme Maîtresse d'un homme marié et consorts. Et c'est grâce aux réseaux sociaux aujourd'hui qu'on arrive à booster cela. Imaginez, ce n'était pas la télé. Donc, ça fait qu'ils arrivent à toucher n'importe qui, n'importe où dans le monde. Et mieux encore, ils arrivent même à contourner les dispositifs juridiques. Parce qu'une télévision, pour installer une télévision dans un pays, il faut quand même respecter certaines réglementations. Tandis qu'avec les réseaux sociaux, on n'en a pas besoin. Vous postez et la personne vient regarder. Donc, ça vous épargne vraiment beaucoup de problèmes. Et vous avez maintenant la possibilité de vendre, d'acheter n'importe quoi. Sur les réseaux sociaux, vous avez, par exemple, tout ce qui est API de paiement, Orange Money et carte Visa et tout ce que vous connaissez. Il vous suffit de linker ça à votre page et puis vous pouvez, si on peut dire, commander en ligne, vous pouvez acheter, ainsi de suite. Donc, vous voyez que les réseaux sociaux ont beaucoup d'opportunités ou ont beaucoup de raisons d'être. Je voulais dire ça comme ça, beaucoup de raisons d'être. Et on va passer maintenant aux opportunités proprement dites parce que vous, en tant qu'entrepreneur, vous devez vous lancer sur les réseaux sociaux en sachant qu'il y a une réelle étude de marché, du moins du point macro et du point micro économique, c'est-à-dire qu'au niveau du monde, au niveau du continent ou bien des continents, au niveau du pays et au niveau même du marché que vous ciblez. Et c'est ce qu'on va voir dans la diapo qui suit. Prochaine diapo. Vous me suivez? OK, c'est ça. Alors maintenant, il y a une question qu'il faut se poser aussi, c'est que vous êtes des entrepreneurs, vous êtes des chefs d'entreprise, vous êtes des responsables commerciaux et des marketeurs. Est-ce que vous allez chercher les clients là où ils ne se trouvent pas? Moi, je pense qu'il faut réfléchir de manière directive et puis de manière très concise. Pourquoi aller sur les réseaux sociaux? Il faut comprendre d'abord les opportunités. Et moi, j'ai résumé ça en disant tout simplement chercher les clients où ils se laissent trouver. Si aujourd'hui, vous voulez trouver, par exemple, des personnes qui vont consommer, je prends un exemple, le thieboudienne et consorts, nous savons tous que au niveau des études, chez les étudiants, vous avez beaucoup d'étudiants qui commandent à manger, c'est-à-dire à leur pause, les entreprises et consorts. C'est là-bas où vous allez aller installer votre restaurant. C'est la même chose avec les réseaux sociaux. L'étude de marché, elle est déjà là, elle est toute faite. Vraiment, vous n'avez plus besoin d'aller regarder au niveau macro parce que les chiffres, on les publie à des agences qui donnent ça tout le temps. Et allons simplement. Dans le monde déjà, vous avez plus de 5,2 milliards d'internautes. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que vous avez pratiquement, on peut dire plus de la moitié, presque la majorité, on peut dire la quasi-majorité, parce que je vais éliminer ceux qui sont du troisième âge, la quasi-majorité de la population qui est sur Internet. Et si déjà vous avez ces personnes sur Internet, pourquoi est-ce que vous allez aller les chercher sur un domaine physique, c'est-à-dire en route?
c'est-à-dire de manière physique, comme on le fait souvent. Vous avez également plus de 5,22 milliards de mobinotes, c'est-à-dire que vous savez déjà que la majorité des personnes utilisent un smartphone et chacun a quand même un smartphone. Au Sénégal, vous avez vu les ventes au niveau des smartphones. Ça casse vraiment la baraque à ce niveau et les gens ont beaucoup de smartphones. Donc, la connexion également, le taux de pénétration et tout ce qui est infrastructure Internet au Sénégal, je pense que le Sénégal peut quand même se vanter d'avoir cela. Moi, j'ai fait certains pays qui n'ont pas encore, si on peut dire, cette maturité digitale-là. Mais au Sénégal, quand même, la connexion est assez stable. Et vous avez plus de 66% de la population mondiale qui est sur mobile et consorts. Vous avez 93 millions d'utilisateurs par an qui arrivent par jour et consorts. Donc, ça veut dire que vous avez déjà un marché. Et je ne veux pas vous parler des plus de 4,2 milliards d'utilisateurs actifs. Vous avez déjà toutes ces personnes-là. Alors maintenant, en termes de temps passé, et ça, c'est un paramètre qu'il faut prendre. Quel est le temps que les gens passent sur les réseaux sociaux? Si aujourd'hui, vous avez les gens qui passent en moyenne 6h54 minutes sur les réseaux sociaux par jour. Alors, imaginez, est-ce que vous pouvez, par exemple, aller toucher n'importe qui au bureau ou bien toucher n'importe qui dans son école ou son institut de travail? Ce n'est pas possible. Alors, grâce aux réseaux sociaux, vous savez déjà que ces personnes-là vont forcément sur Internet, que ce soit le matin, à midi ou le soir. Alors, tout ce que vous faites, c'est que vous les attendez là où vous pouvez les trouver. Et c'est pour ça que c'est important de savoir que les réseaux sociaux permettent ça, de tisser ces liens-là, de créer ces communautés de travailleurs en fonction des centres d'intérêt, ces communautés de cibles des clients et de prospects aussi en fonction des centres d'intérêt. Et on va aller maintenant sur les statistiques du Sénégal, quelques statistiques, pour que vous compreniez que le Sénégal est vraiment fait pour vous et que si vous voulez vous lancer, ou bien si vous êtes déjà lancé et que vous hésitez d'aller sur les réseaux sociaux, c'est le moment d'y être. On passe à la diapo suivante. Emmanuel, j'en profite pour préciser juste un point, mais qui n'est pas un détail, c'est que parmi les auditeurs de la conférence, on a des chefs d'entreprise qui sont en Afrique francophone, en dehors du Sénégal, donc quelques pays un peu moins bien dotés que le Sénégal, Burkina, Niger, Guinée. Donc, c'est vrai qu'au Sénégal, on est vraiment bien doté, mais on a quelques pays voisins qui sont un peu défavorisés. Et il faut essayer de les intégrer un petit peu dans l'équation. D'accord. Alors, pour les pays, justement, on va voir ça juste après. Dès que je finis d'expliquer cette diapo, je vais vous expliquer quoi faire si vous avez justement une infrastructure qui a un problème à ce niveau. Et je pense que le problème, on va résoudre le problème. Alors, au niveau du Sénégal, j'ai pris le cas du Sénégal parce que je pense que c'était une forte connotation, si on peut dire, entrepreneuriale sénégalaise. Et au niveau du Sénégal, nous avons également 7,6 millions d'internautes. C'est-à-dire que c'est plus de 7 millions en fait, de personnes qui sont sur Internet. Alors, pourquoi vous casser la tête? Il suffit juste de cibler ces personnes, leur envoyer vos communications et d'interagir avec cette personne pour pouvoir vendre vos produits. Ça veut dire tout simplement que vous avez un marché potentiel en termes, si je fais un ratio par rapport à la population du Sénégal, et vous pouvez faire le même calcul également chez vous. Ça veut dire que vous pouvez aller sur votre agence de statistiques et voir quel est le nombre d'internautes, le taux global de la population et comparer et vous allez trouver exactement le marché potentiel. Ça veut dire qu'ici au Sénégal, par exemple, vous avez plus de 7 millions de personnes en termes de marché potentiel. C'est quand même énorme sur une population d'environ 16 millions d'habitants. Donc, c'est quand même énorme. Je crois qu'aujourd'hui même, d'ailleurs, c'est à 8 millions et quelques. Donc, c'est plus de la moitié. Donc, et vous avez un ajout de 212 000 personnes chaque année. Alors, vous imaginez que 212 000 personnes s'ajoutent chaque année. Ça veut dire que dans 5 ans, vous aurez combien de personnes? Donc, ça va quand même vite. Et vous avez 32% de personnes, plus de 32% de personnes qui utilisent quand même le mobile money. Maintenant, pour les autres pays également qui sont là, que ce soit le Mali, le Cameroun, le Niger, vous allez vous rendre compte qu'on utilise beaucoup le mobile. Et l'avantage du mobile, justement, par rapport à ce que Emmanuel venait de dire, c'est que la connexion sur un portable est beaucoup plus légère. C'est-à-dire que c'est pas comme si, parce que là, comme je suis en train d'utiliser un ordinateur, c'est un peu plus lourd. Mais lorsque vous utilisez un portable, c'est un peu plus léger. Et ça fait que vous pouvez utiliser un faible débit et communiquer mieux, surtout si vous avez respecté ce qu'on va voir devant, c'est-à-dire les formats de publication, les tailles des fichiers, ainsi de suite. Et c'est pour ça qu'on va passer à la diapo suivante et on va entrer dans le vif du sujet. Je voulais d'abord présenter le contexte. Alors, c'est là où ça devient plus intéressant. C'est, avant d'aller sur les réseaux sociaux, il faut se poser une question simple. Est-ce que je dois aller ou est-ce que je ne dois pas y aller? Mais avant d'y aller, il faut quand même vous dire qu'il faut connaître certains prérequis. La première des choses, c'est qu'il faut savoir sur quel type de marché vous êtes. Et ça, je reviens encore sur ce que Emmanuel venait de dire tout à l'heure, c'est les enjeux. C'est-à-dire que est-ce que votre marché a une forte capacité
d'internautes, c'est-à-dire est-ce qu'il y a beaucoup de personnes sur Internet qui, si on peut dire, qui mènent cette activité-là? Est-ce que vous avez une infrastructure nationale? Il faut vous poser cette question. Si oui, il y aura une réponse adaptée. Sinon, également, il y aura une autre réponse adaptée également. Alors, les enjeux, c'est quoi? Les enjeux, c'est que s'il y a une infrastructure, ça veut dire que vous avez la liberté d'installer n'importe quelle technologie, même si elle pèse. Ça veut dire que la connexion Internet est bonne. Mais s'il n'y a pas d'infrastructure ou bien si elle n'est pas assez suffisante, vous allez utiliser des technologies qui utilisent des connexions assez légères pour que ça puisse passer. C'est ce qu'on appelle d'habitude la maturité. La maturité, de manière globale, j'essaie d'être terre à terre parce que j'évite un peu trop de jargon technique. C'est parce qu'au niveau de la maturité, ça veut dire tout simplement, est-ce que le pays dispose des moyens qui permettent de développer le digital très facilement ou bien aux utilisateurs de mieux se déployer, c'est-à-dire de mieux communiquer. Alors maintenant, il y a un autre élément, c'est qui suis-je? Qui suis-je? C'est votre vision. Quand vous allez sur les réseaux sociaux, c'est pour faire quoi? Il y en a qui vont pour chercher du trafic. Il faut savoir si c'est seulement le trafic qui est votre objectif. Il y en a qui vont pour chercher, par exemple, c'est-à-dire quelle est votre vision, vous voulez aller où? Parce qu'on dit votre vision, vous vous dites que moi, ici, je suis à un point A, mais voilà ce que je voudrais qu'on pense de moi dans 1 an, 2 ans, 3 ans, et ainsi de suite. Alors, est-ce que vous voulez être un leader? Est-ce que vous voulez pas être un leader du marché, et ainsi de suite? Donc, ça, c'est bon à savoir. Parce que si vous dites aujourd'hui que vous voulez, par exemple, être un leader de télécommunications, vous comprenez tout de suite que votre concurrent direct, ça devient Orange, ça fait intervenir les moyens maintenant. C'est-à-dire il faut que vous ayez assez de moyens quand même. Donc ça, c'est important. C'est pour ça qu'il faut connaître la vision. Ça va vous permettre de doser votre communication et de doser l'utilisation des ressources que vous avez. Maintenant, vos objectifs. Les objectifs, c'est très important parce que si vous loupez l'objectif, vous loupez tout. Si aujourd'hui, vous dites que vous allez sur les réseaux sociaux parce que vous voulez avoir du trafic alors que vous voulez vendre des produits, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir du trafic, mais vous n'allez avoir aucune conversion en client. Je vais vous prendre un exemple simple. Si je vais sur les réseaux sociaux et que je formule, par exemple, une publicité où on dit, vous voulez, je prends juste une accroche, hein, voici les meilleures recettes de hamburgers, disons, en Afrique. Et je mets cette publication en ligne. Et je dis, pour plus de détails, cliquez ici. Ce qui va se passer, c'est que quand la personne va cliquer, elle s'attend à voir justement les meilleures recettes de hamburgers. Quand elle va venir lire les meilleures recettes de hamburgers, si vous n'avez pas prévu des insertions publicitaires dans votre article, vous allez avoir le trafic. Vous allez avoir beaucoup de personnes qui viennent lire vos articles, mais personne ne va cliquer sur un bouton. C'est-à-dire qui va aller vers l'achat, par exemple, commander, si vous êtes au Sénégal ou bien si vous êtes au Niger, au Mali, ainsi de suite. Donc, ça fait que si vous ne prenez pas en compte les objectifs, vous allez beaucoup dépenser et vous n'allez pas atteindre vos moyens. Maintenant, vous avez les objectifs, le trafic, la visibilité, le positionnement même, parce qu'il y a des marques qui communiquent uniquement sur le positionnement pour qu'on les perçoive comme étant les mastodontes du marché. Vous avez également le chiffre d'affaires, vous avez même le volume de vente et ça doit être clair. Aujourd'hui, quand vous prenez un community manager, vous n'allez pas juste lui dire « Ok, d'accord, vous allez me publier ça ». Vous devez lui dire que je dois avoir, au final, au terme de cette campagne-ci, je dois avoir tel nombre de conversions, je dois avoir tel nombre de personnes qui ont cliqué sur le lien, je dois avoir tel nombre de personnes qui ont fait ci ou ça. Et c'est important de le dire avant. Et c'est pour ça que je parle des objectifs. Et je vous recommande d'avoir toujours un seul objectif, pas plusieurs. À chaque campagne, d'avoir un seul. Plusieurs objectifs, il est compliqué de communiquer dessus. Maintenant, la maturité personnelle, c'est toujours qui suis-je. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas vous dire, OK, d'accord, je vais aller sur les réseaux sociaux, alors que dans votre entreprise, il n'y a même pas un bon débit Internet. Vous ne pouvez pas vous dire, je vais aller sur des technologies importantes, alors que dans votre entreprise, vous n'avez pas de personnel qualifié par rapport à ça. Ce qui va se passer, c'est que ces personnes vont agir contre vous. C'est-à-dire, imaginez que je vous parle à l'instant T, et puis au lieu de dire la boutique, que je dise le boutique. Qu'est-ce qui va se passer? La première des choses, si je fais ça une fois, ça va passer. Si je fais ça 2 fois, vous allez vous dire, ah, mais ce monsieur qui prétend me donner information, mais même le français, c'est compliqué. Et je vais commencer à perdre ma crédibilité. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut faire attention aux ressources humaines que vous avez. Si vous décidez de poser, c'est pareil avec les visuels. Tout à l'heure, on va voir ça dans les autres éléments. Maintenant, la cible, il faut bien les connaître. Parce que quand vous connaissez comment est la cible, vous allez savoir quoi leur proposer. Parce que beaucoup de gens ne vendent pas sur les réseaux sociaux parce qu'ils proposent de mauvais produits. Et vous proposez le mauvais produit, ça veut dire que je peux faire dans les cosmétiques comme vous, mais vous pouvez penser qu'on a le même produit, mais on ne l'a pas. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Si je dis aujourd'hui, je vends les produits cosmétiques capillaires, c'est-à-dire pour les cheveux, je vais vous dire, voici un produit qui fait pousser les cheveux.
Mais je le dis simplement, je suis dans la vente, c'est-à-dire l'argumentaire fondamental, qui est ce que le produit cause, c'est-à-dire crée comme effet, c'est-à-dire faire pousser les cheveux. Mais il y a une autre personne qui va venir communiquer et vous dire qu'en plus du fait que ce produit fasse pousser les cheveux, il permet également d'éliminer les pellicules. Vous voyez, voilà un deuxième avantage. Il va vous dire également que même quand vous avez acheté ce produit, ne vous rassurez-vous, moi je vais vous suivre au quotidien, je vais m'envoyer un coiffeur pour venir vous appliquer ce produit. Tout ça, ça fait partie du produit parce qu'il y a le produit et les attributs du produit. Parce qu'un produit, ce n'est pas seulement le produit tangible ou bien un service, ce n'est pas seulement un service, si on peut dire, dans ce qu'il offre. Si aujourd'hui, vous me demandez, Emmanuel, je voudrais installer, par exemple, je vais créer un site Internet, je dois être capable, moi qui vous vends le site Internet, d'agir comme un conseiller et de vous donner toute l'information possible. Si je viens juste vous dire, je fais des sites Internet, je fais des applications. Et regardez, quand vous allez aller sur les réseaux sociaux, c'est ce que les gens font. C'est-à-dire qu'ils disent, appelez-nous, nous créons des sites Internet, nous créons des applications, personne ne vous appellera. Ce n'est pas possible. Vous voyez? Mais par contre, si je vous dis ceci, je prends une autre approche. Je vous dis, vous rencontrez des problèmes pour pouvoir commercialiser vos produits. Savez-vous qu'un site Internet peut vous permettre d'atteindre vos objectifs et peut vous permettre de pouvoir booster vos ventes. Alors, si vous êtes par exemple dans le secteur de l'agroalimentaire, à partir d'un simple catalogue, je vous permettrai de générer des flux pouvant attirer des clients afin qu'ils puissent acheter vos produits. Et si vous êtes, je déploie ça secteur par secteur. Si j'arrive à faire ça secteur par secteur, je me positionne comme un conseiller. Tout de suite, vous ne me voyez pas comme un vendeur. Vous me voyez comme quelqu'un qui veut vous aider. Et à partir de ce moment, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez quand même avoir la courtoisie de m'appeler ou bien alors de m'envoyer un message pour me dire « Ah, ok, moi je rencontre un problème à tel niveau et je pense que vous pouvez m'aider. » Et je vais vous dire « Alors, c'est quoi votre problème? » Vous allez me dire « Ok, le site Internet que je veux avoir, c'est un site Internet qui permet aujourd'hui aux gens de pouvoir acheter depuis le chez eux et d'être livrés. Alors, la particularité de mon produit, c'est qu'il doit arriver frais. Ça, c'est par exemple une particularité de votre produit. Et je vais vous dire, OK, d'accord. Nous, maintenant, on a un site qui génère un catalogue et là, on a une chaîne de distribution qui permet de donner, c'est-à-dire de livrer les produits là dans les meilleures capacités ou bien les meilleures conditions si on peut dire, de conditionnement du produit. Et quand je vous dis ça, vous comprenez tout de suite qu'il y a déjà cette succession de réponses-là sur comment est-ce qu'on va manager votre produit, comment est-ce qu'on va le livrer ensuite. Et puis, vous allez me demander forcément qui peut le faire. Et quand vous allez me dire, OK, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui peut le faire? Évidemment, puisque c'est moi qui vous ai parlé du service, je sais que j'ai ce service, je vais vous dire que je peux le faire et on peut aller sur une période de test de par exemple, 1 mois. Et lorsque je vais vous satisfaire sur la période de test, et vous savez, tous les chefs d'entreprise cherchent 3 choses. Augmenter leur chiffre d'affaires, minimiser leur coût opérationnel ou alors les deux à la fois. Je parle vraiment sur le contrôle des chefs d'entreprise qui sont là. Si aujourd'hui vous présentez n'importe quel projet à un chef d'entreprise et que vous leur dites, c'est comme l'emploi pour les gens qui cherchent l'emploi, et pour ceux qui sont là, s'il y a des chercheurs d'emploi parmi les auditeurs, quand vous cherchez un emploi, ça ne sert à rien de poster des annonces n'importe comment. Analysez une entreprise, faites un diagnostic et allez et dites à ce chef d'entreprise, par exemple, que moi, j'ai une proposition qui vous permet soit d'augmenter votre chiffre d'affaires, soit de minimiser vos coûts, soit les deux à la fois. Et ça peut se faire dans n'importe quel domaine d'activité. Un jour, on aura l'occasion, si Emmanuel Bocquet organise un séminaire sur comment chercher l'emploi avec le digital, je vous dirai. Alors, maintenant, sur les usages et les habitudes, ne cherchez pas à changer les habitudes des internautes. Vous savez, aujourd'hui, moi, si j'utilise WhatsApp pendant 10 ans, ça va être compliqué pour vous d'essayer de me faire migrer sur Skype. Ça va être compliqué. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'avoir une approche multicanal, c'est-à-dire d'utiliser beaucoup de canaux en fonction de qui est devant vous. Si vous avez quelqu'un qui a l'habitude d'utiliser WhatsApp, prévoyez que si c'est un client potentiel ou un prospect utilise WhatsApp, sur vos réseaux sociaux, prévoyez le bouton envoyer un message par WhatsApp. Si la personne, par exemple au Sénégal, il y a beaucoup de social selling d'ailleurs, et c'est pour ça que ce séminaire est important. Pour les pays africains aussi, le Niger et le Congo, il y a beaucoup de social selling parce que l'Africain, par essence, le consommateur africain est paresseux. C'est-à-dire qu'il aime, quand il regarde une publicité, la première réaction, c'est qu'il veut appeler. La première réaction, c'est qu'il va envoyer un message. La première réaction, c'est qu'il veut vous voir, vous. Parce qu'ils aiment avoir un responsable en face. Il faut dématérialiser les choses, mais il faut toujours garder une petite partie d'humanité. Et c'est pour ça qu'il faut connaître les usages et les habitudes de ces personnes-là. Et les outils favoris qu'ils utilisent. Et c'est à partir de ces outils favoris que vous allez maintenant organiser vos réseaux sociaux, que ce soit Facebook, LinkedIn et comme ça. Et vous allez programmer les boutons en fonction de ça. Et vous allez prévoir un dispositif. Maintenant, vous avez une information également, c'est « je vends quoi ». C'est-à-dire que quand vous connaissez aussi, vous savez déjà ce qu'elles veulent. C'est-à-dire que vous connaissez toutes leurs attentes. Il faut également savoir quelles sont les valeurs qu'elles recherchent. Il y a des gens qui peuvent… Je vais vous prendre une petite anecdote. Et on donnait une petite formation un jour dans un restaurant.
et où on parlait de la capacité de réponse de répondre au téléphone. Et je disais aux gens, beaucoup de gens n'arrivent pas à, si on peut dire, à convertir parce qu'une fois les réseaux sociaux envoient les clients, mais maintenant il faut arriver à déclencher l'acte d'achat. Et parfois, c'est juste une question de relation client. Alors, là, une dame qui appelle, qui dit qu'elle passe une commande de 40 000 dans le restaurant, et après, elle demande, est-ce que vous vendez les boulettes? Et la personne qui est au bout du fil lui dit, non, madame, nous ne vendons pas de boulettes, nous n'avons que les produits que je vous ai présentés au départ. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La dame, elle a dit, ah, oh, c'est dommage, je vais annuler la commande. C'est-à-dire, pour une boulette qui coûte 500 francs, parce que c'était 500 francs, elle voulait annuler une commande de 40 000. Et vous imaginez à ce moment, voilà la réaction d'un bon chargé client. Il ne va pas dire tout simplement, ah, ok, madame, prochainement alors. Il va dire, ah, madame, vous voulez une boulette, ce n'est pas un souci, on va vous la faire. Autant mieux créer de l'effort pour faire une boulette de 500 francs et la mettre et gagner 40 000. Et c'est à ce moment-là que c'est important au niveau de la gestion clientèle. Ça veut dire, quand je dis je vends quoi, je ne vends pas que le produit. Je vends le produit, je vends le service autour du produit, je vends la réponse, je vends la personne qui parle. Parce que imaginez aujourd'hui, lorsque quelqu'un parle, si aujourd'hui je vous dis, vous ne me voyez pas, et que vous m'appeliez, je dis, bonjour, comment vous allez? La première question que vous allez me demander, c'est, ah, Emmanuel, vous dormiez? Ça vous est déjà arrivé d'appeler quelqu'un et de lui dire, vous dormez? Rassurez-vous, la voix retransmet exactement l'attitude morale ou bien mentale de la personne qui est de l'autre côté. Et c'est pour ça que c'est important de savoir qui décroche vos coups de fil, de savoir comment elle répond, comment elle agence, comment elle switch. C'est très important. Il ne faut pas vous amuser avec le choix de personnel à ce niveau. Sinon, je peux dire, c'est la faillite assurée. Alors maintenant, au niveau des prix également, quand vous connaissez ce que vos clients veulent, vous savez également quel prix leur proposer. Vous savez également quel accompagnement leur offrir. Et c'est ça aussi qui est important. Maintenant, par quel moyen? Par quel moyen? Il y a les gens qui passent, il y a la promotion. Parce qu'aujourd'hui, quel que soit ce que vous faites, si vous ne faites pas la promotion, c'est comme avoir une belle femme. C'est-à-dire une belle femme, je veux dire comme une belle fille, je veux dire, qui veut se marier. Si elle reste tout le temps à la maison et que personne ne la voit, personne ne saura qu'elle est belle. Ou alors, si personne ne va là-bas pour la rencontrer, on ne saura pas, sinon si on ne la voit pas. Donc, il faut quand même faire la promotion, il faut qu'on vous voit. Ça veut dire que vous, aujourd'hui, vous devez faire la promotion sur les réseaux sociaux. Vous devez également avoir d'excellents moyens de distribution, parce que la distribution fait partie également du je vends quoi. Parce que quand vous vendez un produit, vous vendez également la distribution. Si vous dites à quelqu'un, je vais vous livrer dans 2 heures, et que la personne, vous arrivez, vous livrer dans 4 heures, qu'est-ce qui va se passer? Vous perdez ce client, ça c'est sûr. Vous perdez ce client. C'est pour ça qu'il faut faire attention également aux partenaires de distribution que vous choisissez. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que ces personnes respectent la parole à ce niveau. Maintenant, vous avez les outils efficaces. Les outils efficaces aujourd'hui, nous sommes en train de parler sur Zoom, mais ce n'est pas parce que nous sommes sur Zoom qu'on ne pouvait pas utiliser un autre outil. Je vous ai pris l'exemple de la femme qui vend son qui n'utilise que WhatsApp. C'est-à-dire que cette dame n'a pas besoin d'utiliser Skype, elle n'a pas besoin d'utiliser, je ne sais pas quoi, une autre technologie qui est l'autre. Elle a juste besoin d'utiliser quelque chose de simple et de basique qui permet à ce qu'elle puisse toucher, si on peut dire, sa clientèle. Et à travers WhatsApp, va constituer sa liste de diffusion qui va constituer son réseau, c'est-à-dire sa communauté. Et c'est important de savoir identifier les outils efficaces, mais plus importants, qui correspondent aux cibles, c'est-à-dire aux usages de vos cibles. Maintenant, vous avez les fonctionnements. Il faut connaître comment fonctionne chaque outil. Parce qu'aujourd'hui, si vous avez un WhatsApp classique et un WhatsApp business, les deux fonctionnent différemment. Donc, il faut savoir comment ça fonctionne. L'algorithme Facebook, il faut savoir comment ça fonctionne. L'algorithme Instagram. Par exemple, aujourd'hui sur Facebook, avant sur Facebook, lorsqu'on publiait, on atteignait facilement les gens parce que c'était axé sur plus ou moins le réseau d'amitié et comme ça. Mais aujourd'hui, si vous êtes une entreprise et que vous publiez, si vous ne sponsorisez pas et que vous ne ciblez pas bien, vous allez vous rendre compte que vous n'allez atteindre aucun résultat. Vous allez avoir 2GM, 3GM, et ainsi de suite. Donc, c'est important de savoir comment fonctionne n'importe quel algorithme. Par contre, sur les réseaux comme TikTok, c'est un peu ouvert à condition d'avoir une publication qui génère de l'émotion derrière. Et c'est important. Maintenant, il faut se poser une question fondamentale. Vous ne pouvez pas naviguer à vue. C'est-à-dire, est-ce que ça marche? Et ça, il faut définir ça à l'avance. Parce que sur les réseaux sociaux, sachez que vous pouvez savoir à l'avance ce que vous allez vendre. C'est-à-dire que pour une publication, je vais vous donner juste un calcul simple. Si vous voulez savoir combien de personnes vont cliquer sur le lien ou bien vont avoir des interactions réactives, pour chaque fois que vous allez publier une annonce, si vous voulez que 50 personnes viennent vers vous, par exemple, multipliez ce nombre-là par 50. C'est-à-dire, si vous faites 50 fois 50, le nombre que ça vous donne, c'est au minimum à ce nombre que vous devez sponsoriser votre publication. Et il y a plein de calculs comme ça. Le jour, on aura l'occasion de parler sur comment calculer les KPI, sur comment mettre en place des KPI qui permettent d'atteindre, si on peut dire, l'objectif qu'on veut. Ça, c'est la fixation des objectifs, on reviendra dessus. C'est pareil avec le trafic, c'est pareil avec la conversion des clients, c'est-à-dire les boutons.
C'est-à-dire, il faut savoir maintenant que lorsque les gens viennent sur votre page, il faut analyser les trafics. Il faut analyser, il faut savoir qui est venu, quand il est venu, à quelle heure il est venu, qu'est-ce qu'il cherchait. Parce que si aujourd'hui, quelqu'un vient sur les réseaux sociaux et qu'il a cliqué sur une publication où je disais, par exemple, voici les meilleures formations qui payent le plus sur le marché de l'emploi. Car moi, je viens prendre les statistiques, je regarde toutes les personnes qui ont cliqué, je regarde leur profil, je dis, ah, ces personnes-ci, si elles sont intéressées par ça, ça veut dire qu'elles sont intéressées à la fois par les meilleures formations, mais je sais ce que j'ai mis comme accroche. Je sais qu'elles sont intéressées par le salaire. Donc, si elles sont intéressées par le salaire, au moins, j'ai déjà un élément où les tenir. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si je leur relance une communication, je vais relancer une communication maintenant dans le sens de leur dire, vous voulez savoir comment faire pour pouvoir acquérir les compétences métiers de ces formations, inscrivez-vous ici. Alors, ces personnes ayant lu le premier article ou ayant, par exemple, pris connaissance des premières notes, elles vont maintenant cliquer et s'inscrire. Et là, je vais leur dire, OK, d'accord, vous allez assister à une formation de tel module, de tel module, de tel module. Et vous voyez comment, à partir de l'analyse, j'arrive à détecter qui voulait quoi. Et vous devez faire exactement pareil sur toutes les pages des réseaux sociaux que vous avez et sur tous les boutons que vous programmez, et ainsi de suite. Et là, on va passer à la diapo suivante. Alors, maintenant, c'est un autre élément qui est très important ici, c'est le positionnement. À l'école, c'est dommage qu'on enseigne le positionnement comme étant un classement. Vous voyez, je n'aime pas souvent cette approche, mais le positionnement, c'est le ressenti qu'on a. Alors, imaginez un instant que vous avez vu, Emmanuel a mis sur le post, il a mis expert digital et consort. C'est mon titre. On ne discute pas dessus, ça, ce n'est pas un problème. Alors maintenant, imaginez un instant que pour apparaître lors de cette vidéoconférence, que j'arrive avec un t-shirt, c'est-à-dire un t-shirt avec un col délabré, et je commence à vous faire ce cours. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans votre tête? Vous allez vous poser une première question. Est-ce que Emmanuel Bouquet vous a menti? Vous allez vous poser une deuxième question. Est-ce que ce monsieur qui nous parle connaît vraiment de quoi il parle? Vous allez vous poser une troisième question. Mais ce gars, il ne nous respecte pas. Mais pourquoi est-ce qu'il vient comme ça? Et vous comprenez que c'est pourquoi on vous dit le client fait confiance à ce qu'il voit. Et c'est pour ça qu'on va attirer votre attention sur le positionnement. Le positionnement, c'est tout ce qui renvoie une image de votre business. Et il faut savoir quelle image ça renvoie. Ça veut dire que si je viens, je dis par exemple que je suis une entreprise qui est leader sur le marché. Quand on arrive dans mon entreprise, il faut que les gens soient bien habillés. Quand on arrive dans mon entreprise, il faut que les gens parlent bien, se parlent du bon français. Si quelqu'un écrit un texte sur les réseaux sociaux, il faut qu'il écrive bien. Si on met des visuels sur Internet, il ne faut pas qu'ils soient flous. Parce que dès que c'est comme ça, qu'est-ce qui se passe? La personne se dit, c'est sûr que ces personnes ne sont pas crédibles. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Zap. Et vous savez, le client, lui, parce qu'il voit, il analyse en une fraction de seconde et il sait que vous n'êtes pas la personne qu'il voulait. Donc, ça veut dire que c'est très important de le faire. Alors, comment faire? Il faut tout simplement savoir où trouver les cibles avec précision. Une fois que vous avez réussi à savoir quel est votre positionnement et comment vous l'êtes perçu, et je vous pousse à voir encore comment est le positionnement, surtout sur la partie des rangs. Si je vous dis aujourd'hui qui a découvert l'Amérique, vous allez me dire Christophe Colomb. Si je vous dis maintenant qui est la deuxième personne à avoir découvert l'Amérique, vous serez perdu. Vous allez me dire, moi, je ne connais pas la deuxième personne. Alors, c'est pour vous dire, pour évoquer quelque chose d'assez simple. On connaît toujours le premier. Alors, lorsque vous vous positionnez, ne regardez pas si votre concurrent est costaud ou bien s'il n'est pas costaud. Dites-vous que quelle est ma valeur. Si j'ai assez de moyens, assez de ressources, je peux me positionner comme leader. C'est pour ça que vous allez voir les guerres entre les entreprises de télécom. Elles vont vous dire, pendant qu'une entreprise dit leader de la 4G, l'autre va vous dire leader en connexion stable. Ils veulent toujours que les gens retiennent qu'ils sont premiers quelque part. Donc, alors, on est premier soit sur un marché, on est premier soit sur une niche, on est premier soit sur un produit, sur un service, sur une valeur ajoutée, sur une façon de faire, sur un savoir-faire ou alors sur un comment faire. Et il y a cette notion de premier-là qu'il faut cultiver. C'est-à-dire qu'il faut vraiment intégrer ça dans votre culture d'entreprise parce que ça va se voir sur vos réseaux sociaux. Ça veut dire que sur vos réseaux sociaux, comment ça se traduit? Si je viens sur vos réseaux sociaux et que je viens sur la page de quelqu'un, je vois une cover. La cover, c'est la fiche qui est en haut, qui introduit votre page, c'est-à-dire c'est comme une bannière. Et je vois une cover qui est mal montée. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que je vais dire, ah ben, ce monsieur ne peut pas me dire qu'il est leader et puis il a une production artistique ou bien graphique. Pareil, ça n'a pas de sens. S'il n'arrive pas à débourser je ne sais pas quoi, 50 000 francs pour se concevoir une affiche digne de ce nom, ça n'a pas de sens. Ou bien 200 000 pour se payer un graphiste. Ce n'est pas mes 2 millions que je vais lui confier parce que si je lui confie mes 2 millions, il va peut-être fuir avec. Donc, c'est pour ça que c'est important de savoir que le positionnement joue beaucoup dans ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Et ça, c'était pour résumer cette diapo. On va passer à celle qui suit. Alors, à partir d'ici maintenant,
on va aller maintenant de manière un peu plus synthétique. J'ai mis du temps sur les premiers diapos parce que c'était important que vous compreniez ça. Il faut savoir bien fixer vos objectifs, comme j'ai dit, maîtriser les sujets des cibles. C'est-à-dire, il faut savoir, est-ce que vos clients sont plutôt site Internet? Ça, c'est ce qu'on rencontre beaucoup en Europe. Vous voyez, mais en Afrique, pour la plupart, les gens vont sur un site Internet quand c'est un catalogue. C'est-à-dire, ils veulent consulter, mais la démarche qui est celle de payer, c'est-à-dire ajouter au panier et qu'on sort, c'est assez rare. C'est vraiment assez rare. C'est-à-dire, les gens y vont, mais ce n'est pas trop ça au niveau volume de vente. Mais par contre, les gens sont trop social selling, c'est-à-dire ils sont trop réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'ils aiment beaucoup plus commander à partir des réseaux sociaux. Ils voient, ils appellent. Et vous devez savoir si vos clients sont site Internet, s'ils sont réseaux sociaux, ou alors si c'est vos clients, par exemple, utilisent tous ces éléments-là. Et c'est important de le savoir, parce que ça va vous permettre après de savoir si vous allez vous concentrer sur les réseaux sociaux ou si vous allez faire une combinaison réseaux sociaux et site Internet, ou alors combinaison réseaux sociaux, site Internet et point de vente. Parce que vous avez aussi des clients qui veulent voir. Parce que si vous dites, par exemple, quelqu'un qui veut acheter une voiture, vous allez le convaincre en ligne, oui. Mais est-ce que cette personne-là n'est pas parfois tentée de se déplacer pour venir voir comment est la voiture ou alors d'envoyer quelqu'un pour pouvoir évaluer, si on peut dire, les capacités techniques de la voiture? Donc, ça, c'est important de savoir cela. Maintenant, il faut savoir quels sont les supports qui passent le plus. Il faut savoir sur votre marché, le Niger, le Cameroun et consorts, en fonction des marchés, ça diffère. Il y a des marchés où, si vous regardez les statistiques, c'est pour ça que les statistiques sont importantes, il faut toujours regarder les statistiques, vous allez vous rendre compte qu'il y a des marchés où les gens sont beaucoup plus vidéo. C'est un peu le cas du Sénégal, où les gens sont vraiment à l'aise avec les vidéos. Vous allez remarquer que les gens sont beaucoup plus visuels. Ils lisent peu. C'est-à-dire que si vous faites une annonce avec un long texte, vous avez trop peu de chances que les personnes puissent cliquer sur votre annonce. Donc, il faut connaître déjà ça. Il faut savoir comment fonctionnent vos cibles. Est-ce que vos cibles sont plutôt des supports texte et plutôt des supports texte, des supports imagiers, des supports audio ou alors des supports vidéo? Une fois que vous savez ça, vous allez maintenant dire, OK, d'accord, votre community manager ou les gens qui s'occupent de vos réseaux sociaux vont dire, à partir d'aujourd'hui, vous allez faire un dosage de la manière suivante. Vous allez mettre à 85% des vidéos, à 70% les visuels et à peut-être à 2% seulement tout ce qui est rédaction textuelle et consorts. Donc, c'est pour ça que c'est important de savoir. Maintenant, vous avez les call to action qu'on appelle les CTA, c'est-à-dire c'est les boutons qui permettent, par exemple, d'appeler. Si votre marché, c'est un marché où la personne appelle beaucoup et envoie des messages, ça veut dire que vous avez le choix entre quelques boutons comme appeler. Lorsque vous mettez une publicité, vous avez un bouton que vous allez mettre qui est appelé, envoyer un message ou bien entrer en contact avec un conseiller client. Donc, c'est important à ce niveau-là également de savoir qu'est-ce qui marche avec vos cibles. Maintenant, pour ceux qui sont au Niger, qui sont en Europe même aussi, qui sont, quel que soit le pays où vous êtes, il faut partir, si on peut dire, sur la base des statistiques avant de pouvoir déployer votre stratégie. Ça va vous éviter de perdre du temps et ça va vous éviter d'aller dans tous les sens. Et ça, c'est important. Et on va passer à la diapo suivante. Alors, et ça, maintenant, c'est un autre élément qui est aussi fondamental pour cette diapo-ci, c'est votre produit. Qu'est-ce que vous vendez? J'aime poser cette question. C'est une question qui me passionne beaucoup. Et je dis toujours aux gens, qu'est-ce que vous vendez? Et chaque fois que je pose cette question aux gens, ils me disent, je vends du tchéboudjen, je vends du fast-food, je vends un service de télécommunication, je vends ça. Après, quand je leur dis, ce n'est pas ça que vous vendez, ils me disent, mais comment? Je leur dis, pourquoi? Parce que ce n'est pas la première chose qu'un client voit. Ce que vous vendez d'abord, c'est le visuel, c'est le rendu que le client a. Si le client n'a pas accroché au niveau du visuel, rassurez-vous, il ne continuera pas. S'il n'a pas accroché au niveau de la présentation, c'est-à-dire que lorsque vous venez sur un service de télécom, par exemple, c'est-à-dire meilleur 3G, meilleur 4G ou bien un modem que vous vendez, la façon dont vous allez présenter ça, et c'est là où on dit aux gens, parce qu'on ne fait pas une affiche pour faire une affiche. Une affiche vient répondre à une problématique. Lorsque vous faites une affiche, rassurez-vous toujours, et ça je parle au chef d'entreprise parce que parfois on confie des lourds budgets aux graphistes, et on ne se rend pas compte qu'on perd de l'argent parce qu'on a tout simplement oublié de prendre un content manager ou alors un responsable de la stratégie des contenus. Et ça pose un problème. Parce que pour faire une affiche, on doit savoir quel est l'axe de communication. Je prends le visuel qui est en face de moi, par exemple, c'est-à-dire celui que vous avez. L'axe de communication ici, c'est quoi? C'est le fait de bien manger, c'est-à-dire que c'est la dégustation. Quand je regarde aujourd'hui, comment je justifie cet acte de communication? La justification de l'acte de communication, c'est quoi? C'est les éléments que j'ai mis. Je vous promets que, c'est-à-dire que je vous dis, mangez bien, c'est-à-dire que le bon hamburger. Après, je vous dis, tout ça, c'est toujours l'image qui parle, parce que l'image raconte une histoire. L'image vous dit, OK, pourquoi je vous dis que vous allez bien manger? Parce que j'ai mis des oignons, j'ai mis du bon fromage, j'ai mis de la salade, j'ai mis du steak qui consort, et regardez comment ça brille. Et vous êtes convaincu.
Après, je vous dis, oh, OK, d'accord, rassurez-vous, vous allez recevoir cela dans les mêmes conditions. Et ça fait partie du temps, c'est-à-dire un temps rassurant. Je vous rassure sur les conditions du produit. Et lorsque je vous donne cela, vous prenez la fiche, il n'y a pas un long texte, je ne vous embarrasse pas. Je vous dis, par exemple, hot fresh, spécial food menu, ça veut dire que je vais directement au but et vous avez en réalité, si on peut dire, la satisfaction. Parce qu'aujourd'hui, on vend la satisfaction, c'est comme les banques. S'il y a, par exemple, des responsables de banque, on dit qu'aujourd'hui, lorsqu'on fait la publicité des banques, on dit pas nous avons un compte bancaire, nous vous offrons des comptes bancaires, nous vous offrons, par exemple, des comptes d'épargne et comme ça, on ne dit plus ça. On vend la satisfaction. Aujourd'hui, on se met beaucoup plus dans les services, c'est-à-dire la climatisation qui va avec, le conseiller client qui est derrière, l'accès au relevé en ligne en un clic, ce genre d'éléments. On vend beaucoup plus des attributs, c'est-à-dire ce qui est autour du produit, et ça, c'est important. Alors, quand vous regardez la fiche qui est à côté, maintenant, regardez l'autre affiche qui est à droite, vous allez vous rendre compte qu'elle ne donne pas envie. Et ça, c'est ce qu'il y a beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, les gens pensent que la photo, c'est toutes les photos qu'il faut publier sur Internet. C'est faux. Ça, il faut oublier ça. C'est très dangereux sur les réseaux sociaux, surtout que c'est viral. Et lorsque vous publiez une image qui n'est pas bonne, qu'est-ce qui se passe? Les clients se détournent de l'objectif, ils prennent votre photo et commencent à faire des blagues avec. Et vous allez les retrouver un peu partout. Sauf que comme vous n'avez pas peut-être un responsable benchmark ou bien qui fait l'analyse, vous n'allez pas vous rendre compte que votre image est déjà salie ailleurs. Et les mêmes personnes qui viennent sur votre page sont les mêmes personnes qui vont également sur d'autres pages. Donc, ils vont rencontrer cette campagne de dénigrement de votre marque là sur les autres pages là. C'est pour ça que c'est important de faire attention à son visuel. Ça veut dire que le visuel doit vraiment être irréprochable. Lorsque vous prenez le visuel, et ça répond à une question simple. Vous vous dites, quand je publie, vous voulez que le client ait quelle sensation? Donc, ça vient résoudre un problème. Avant de créer un visuel, dites-vous que identifiez le problème. Le problème, je vais changer de secteur. Pour ceux qui sont dans les services, pour que vous compreniez mieux, je prends par exemple le service bancaire. Dans le service bancaire, nous tous, on rencontre un problème. Et dans les pays africains d'ailleurs, et notamment sur l'attente. Vous arrivez, il y a une longue file d'attente et qu'on sort. Ça veut dire que lorsque vous donnez un visuel, si vous mettez des personnes qui sont en rang de manière serrée, même si vous avez écrit en haut, tout simplement, nous facilitons les files d'attente ou bien nous réduisons les files d'attente, l'internaute qui va lire votre spot et qui va lire votre visuel ne va pas comprendre. Il va se dire que vous mentez. Du moins, il va percevoir plutôt le caractère serré des gens qui avaient sur la fiche. Et c'est ça qu'il va retenir. Et il va comprendre que vous ne pouvez pas lui donner la satisfaction qu'il recherche. C'est pour ça que c'est important. Alors, comment réagir face à ce genre d'affiche? C'est qu'il fallait plutôt faire l'inverse. Il fallait écrire ce message, mais maintenant mettre, par exemple, une affiche où il y a quelqu'un qui, par exemple, si on peut dire, appelle tout simplement et on lui réserve une place, ou alors il y a l'écart, un très grand écart entre les personnes, et ça fait que quelque part, ça donne l'impression que les personnes passent très vite, ainsi de suite. Donc, c'est très important. Et surtout là où il n'y a pas une longue file. Donc, c'est très important au niveau des visuels. Faites très attention à vos visuels et les textes. Les textes doivent être courts. Une affiche a les éléments clés. Et les éléments clés sur les réseaux sociaux, ça marche. Il ne faut pas qu'on vous mente. Ça marche. Vous devez avoir une accroche. L'accroche est axée sur ce que la personne doit gagner. Si aujourd'hui, je veux vous vendre quelque chose, le premier texte que je mets, c'est l'avantage que la personne doit avoir, le consommateur. Qu'est-ce qu'il va gagner? C'est-à-dire, si je vous dis service, si je vous dis par exemple service bancaire, je veux dire gagner en temps. Voilà mon accroche. Gagner en temps, ça c'est mon accroche. Tout le monde aime gagner du temps. Directement, ça m'intéresse. Et puis, je vais mettre en bas, grâce à notre service de digitalisation bancaire ou bien grâce à notre application en ligne, téléchargez-la et obtenez tous vos relevés. C'est convaincant. Je viens de vous donner deux éléments. J'ai l'accroche, j'ai l'explication de l'accroche qui est pour beaucoup, c'est-à-dire l'idée secondaire ou alors le chapeau pour ceux qui ont fait le journaliste et comme ça. Et après, j'ai ce qui pousse à l'action. Retenez aussi ça, c'est très important pour convertir. Sur les réseaux sociaux, il vous faut un bouton parce que si vous ne dites pas au client quoi faire ou bien au prospect, il ne fera pas. Parce que le cerveau réfléchit de lui-même. Faites une expérience après cette téléconférence, lorsque vous allez sur les réseaux sociaux, lorsque vous cliquez sur quelque chose, revenez, réfléchissez, demandez-vous qu'est-ce qui vous a poussé à cliquer. Vous allez vous rendre compte que votre cerveau a réfléchi sans demander votre autorisation. Tout simplement parce que la personne a dit cliquer sur le lien ou la personne a dit pour plus de détails, faites ceci, ainsi de suite. Donc, évitez, c'est-à-dire dites aux gens quoi faire, réservez, cliquez, ainsi de suite. Donc, ça, c'est ce que je peux dire à ce niveau. Et on va passer à la diapo suivante. Alors, maintenant, ça, c'est l'élément qui intéresse beaucoup de personnes et c'est comment rentabiliser le trafic et comment les convertir, c'est-à-dire convertir ces visiteurs sur les réseaux sociaux en clients. On passe à la suivante. Alors, ici, il faut vraiment bien comprendre ça parce que c'est, si on peut dire, comment est-ce que vous allez vous comporter sur vos réseaux sociaux. Les outils, ce n'est pas un problème parce que vous allez les découvrir dans la pratique. C'est pour ça qu'avant d'aller sur les outils, je préfère vous aiguiller
sur ce que vous devez savoir pour pouvoir mieux les manipuler. Première des choses, comme j'ai dit, bien fixer et comprendre les objectifs en fonction de vos indicateurs de performance. Si je veux que les gens aillent sur mon site Internet, par exemple, sur mon site Internet, je vais dire, je ne vais pas donner toute l'information. Vous n'êtes pas obligé de donner pas toute l'information. Vous allez dire, par exemple, voici 10 métiers qui vous permettent d'augmenter vos revenus depuis la maison. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien suivant. Ce que je fais, c'est quoi? C'est que quand je vais voir ça, ça va m'intéresser puisque effectivement, j'ai envie de gagner plus de revenus. Et je vais cliquer, je vais aller sur votre site Internet, je vais maintenant voir l'article qui parle de ça. Et vous allez m'expliquer en me disant sur le site Internet, que, notamment la partie blog, que voilà les métiers en question et voilà ce que vous devez faire. Mais en même temps aussi, vous ne me donnez toujours pas tout. Vous me donnez encore une petite partie de l'information, mais vous laissez la partie, si on peut dire, vraiment pratique. On dit maintenant, pour cela, vous avez besoin de savoir utiliser tel outil. Et pour le savoir, appelez pour prendre un rendez-vous. Et c'est à ce moment maintenant que je vous appelle. Et lorsque je vous appelle, vous allez savoir exactement ce que je veux. Vous allez décider d'un rendez-vous. Et c'est là maintenant que, soit, si c'est un outil qu'on installe en ligne, vous allez l'installer et vous allez me faire la formation. Si maintenant l'objectif était de faire en sorte que je me déplace, que je vienne vers vos bureaux, vous allez dire, ah, OK, pour qu'on puisse vous installer cet outil, Monsieur Emmanuel Tchabou, je vous prierai de vous rapprocher de nos bureaux et d'entrer en contact avec notre équipe technique. Est-ce que vous serez disponible pour un rendez-vous le jeudi entre 12h et 14h? Et puis, vous allez me dire oui. Et puis, je vais vous dire oui. À ce moment-là, maintenant, moi, je vais vous déplacer et vous aurez réussi votre objectif de me déplacer vers votre site, votre point de vente. Mais si, par contre, c'était juste le trafic, ça veut dire que lorsque j'ai mis en savoir plus, une fois que j'ai cliqué, je suis arrivé sur le site, vous avez réussi votre objectif de trafic. Si l'objectif, c'était, par exemple, de faire en sorte que j'achète un e-book, vous allez mettre dans l'article de blog, par exemple, ou bien sur le lien des réseaux sociaux, vous allez dire commander ces e-books qui vous donnent les 10 astuces, les 10 astuces sur les outils qui vous permettent de gagner de l'argent directement à partir de la maison. Alors, moi, je vais cliquer sur acheter et je vais arriver là-bas et je vais mettre ma carte ou alors je vais mettre mon compte Orange Money ou Visa ou bien quel que soit le moyen de paiement, Paydinia et consort. Je vais mettre ça à l'intérieur et là, vous allez cliquer. Je vais passer mes coordonnées et je vais acheter. Et vous aurez réussi l'objectif qui est celui de me faire acheter le produit. Maintenant, ça peut arriver que je ne vais pas acheter, c'est-à-dire payer en ligne. Vous devez également prévoir le fait que je veuille d'abord peut-être recevoir le produit et puis payer. Ça veut dire que si c'est cet objectif, vous allez me mettre, par exemple, dans la partie où je commande, payer à la livraison, payer directement en ligne. Donc, c'est à moi maintenant de choisir et de dire, oh, OK, d'accord, moi, je vais quand même vérifier quelque chose et je vais cliquer sur payer à la livraison. Donc, c'est à vous de prévoir tous ces éléments-là pour que le client soit orienté. Il faut savoir, dans le parcours client, c'est vous qui devez dire au client ce qu'il doit faire. Donc, n'attendez pas que le client réfléchisse de lui-même. Ça, si vous le faites, vous allez avoir de la peine à convertir. Maintenant, concevoir et diffuser les contenus suivant les usages des médias sociaux ou bien du média social que vous utilisez. Ça, c'est justement pour savoir que Facebook, Instagram, TikTok, YouTube ne fonctionnent pas de la même manière. Sur Facebook, vous avez un très grand avantage, c'est que Facebook a pris du temps pour pouvoir, si on peut dire, rassembler les données. Aujourd'hui, si j'ai le nom, uniquement les noms des panélistes qui sont là, je peux aller cliquer sur votre profil et savoir même ce que vous avez l'habitude de consulter sur Internet. Et ça, Facebook a quand même ce charme-là. C'est-à-dire que vous avez toutes les données qui permettent de savoir ce que la personne fait, qui est la personne, quel est son poste, qu'est-ce qu'elle fait, où est-ce qu'elle va, quels sont les contenus qu'elle recherche. Ça veut dire que lorsque vous allez cliquer sur les paramètres de Facebook, vous allez choisir les centres d'intérêt. Vous allez dire à Facebook que je veux uniquement les personnes qui veulent, si je prends le cas de la banque, qui travaillent, qui sont entre 18 ans et par exemple 65 ans. 18 ans, et ce n'est pas le hasard. Quand je dis 18 ans et 65 ans, ce n'est pas le hasard parce que les personnes qui ont un compte bancaire, c'est les personnes majeures pour la plupart des cas. Donc, ça veut dire que c'est pour ça que je définis cet objectif-là dans les critères. Je vais dire, je veux des personnes, par exemple, qui habitent, si je veux uniquement vendre en Afrique, je vais dire en Afrique. Si c'est uniquement dans mon pays, le Niger, le Cameroun, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, je vais dire tout simplement, je veux uniquement les personnes de la Côte d'Ivoire. Parce que si je prends des personnes qui sont hors de mon marché, je vais réussir ma communication, mais je ne pourrai pas leur livrer. Ou alors je ne pourrais pas leur vendre mon service. Donc, j'aurais gagné en trafic, mais j'aurais perdu en conversion client. Donc, c'est pour ça que c'est important de savoir comment concevoir vos supports en fonction de vos objectifs et en fonction des usages des médias sociaux. Maintenant, Facebook aussi, il faut remarquer, avant, on atteignait facilement les gens sans sponsoriser, mais aujourd'hui, il faut sponsoriser. Donc, il faut quand même, les réseaux sociaux coûtent moins cher, c'est vrai, mais ça coûte quand même. Donc, si quelqu'un vous dit qu'on ne dépense pas du tout dessus, c'est faux. On dépense quand même, mais on ne dépense pas
comme si on aurait dépensé à la télé. Parce qu'il faut comprendre aussi qu'avec les réseaux sociaux, la publicité va vers la personne que vous avez sélectionnée, tandis qu'à la télé, vous ne savez pas qui voit votre publicité. Moi, ça fait longtemps que je n'ai pas allumé un téléviseur. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais ça fait longtemps, ça fait des années que je n'ai même pas allumé un récepteur télé. Parce que toutes les informations sont sur Internet. Il suffit que je clique et puis je retourne là-bas. C'est quand même ça l'avantage des réseaux sociaux. Vous pouvez dire que je veux uniquement les personnes qui ont déjà sollicité un service bancaire, qui ont déjà cliqué sur une information de banque, qui ont déjà fait tel. Et ça, vous pouvez faire ça en fonction de votre secteur d'activité. C'est pour ça que votre community manager ne doit pas juste être quelqu'un qui vient poster des éléments. Votre community manager doit être quelqu'un qui maîtrise les outils de planification, les outils de sélection, de segmentation. Il doit même connaître la segmentation. Parce que si un community manager ne sait pas que voilà telle personne qui a besoin, par exemple, d'une veste, telle autre n'a pas besoin d'une veste bleue, elle a plutôt besoin d'une veste pour femme ou bien d'une veste rouge et consort. Je ne sais pas comment il va faire pour pouvoir programmer ces critères-là. Donc, il doit avoir une très bonne culture quand même marketing à ce niveau-là. Et c'est très important. Donc, un community manager, c'est quelqu'un de très important. Maintenant, les formats. Pourquoi les formats de publication sont importants? Sur Facebook, il y a des formats. Si vous allez sur Canva, je vais vous envoyer sur Canva pour ceux qui ne connaissent pas Canva. Allez sur Canva. Ouvrez Canva, ouvrez un compte, c'est totalement gratuit. C'est vrai qu'il y a la version pro, mais déjà la version classique a presque tout ce que vous voulez. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des formats pour Facebook, des formats pour Instagram, des formats pour TikTok, des formats pour YouTube. Et il y a vraiment pour tous les réseaux sociaux. Mais pourquoi est-ce qu'on le fait ainsi? Ce n'est pas un hasard. C'est parce que si vous me publiez une annonce qui ne respecte pas le format Facebook ou bien le format téléphone, ce qui va se passer, c'est que quand moi je vais ouvrir l'annonce sur mon téléphone, elle sera coupée. Je vais voir un bout de l'information. Imaginez que je dise que je voulais écrire, par exemple, acheter le Maxi Burger et que la fiche soit coupée. Ça met seulement acheter, ça enlève acheter, ça met acheter le meilleur Maxi Burger. Tout de suite, je viens de louper ma communication parce que le gars va se dire attends, il voulait dire quoi? Il va commencer à rire. Donc, c'est pour ça qu'il faut respecter les formats. Vous avez les formats téléphone, vous avez les formats desktop, vous avez les formats PC, tablette et console. Et en fonction de la publication, il faut que votre infographe ou bien votre graphiste connaisse quand même ou bien sache quand même quels sont les formats qui vont sur tel ou tel autre réseau social. Et ça, c'est important. Maintenant, c'est important. Pourquoi? Parce que les algorithmes vont interpréter également ces formats. C'est-à-dire, quand votre format est conforme, le visuel est clair, l'algorithme se dit, ah, ça, c'est une bonne publication. Alors, qu'est-ce que l'algorithme du réseau social fait? Il prend votre publication et il met ça au devant. C'est-à-dire, il classe ça. C'est-à-dire qu'il met ça en meilleur classement que les algorithmes des personnes qui ont des communications un peu moins, si on peut dire, moins conçues. Et c'est pour ça que c'est important de respecter les formats. C'est capital, ça, c'est même pas négociable. Et si vous ne le faisiez pas, il faut le faire. Il faut déjà commencer à penser. Si vous avez un graphiste, vous le faites. Si vous avez un petit budget, vous pouvez apprendre. Canva est assez facile à maîtriser au niveau de l'utilisation. Il y a des tutos même dessus. Et en 1 jour, 2 jours, vous avez la connaissance là-dessus. Maintenant, c'est vrai que ça demande un peu de créativité. C'est-à-dire que si aujourd'hui, je m'étais habillé, j'avais mis une veste rouge, une chemise bordeaux, une casquette bleue et une cravate, par exemple, jaune, vous alliez me demander si j'étais un clown. Vous voyez un peu, vous comprenez que si vous faites la même chose avec une affiche, on va aussi vous demander si cette entreprise est une entreprise clown. Et c'est un peu important, c'est important quand même d'avoir de la créativité, de la synthèse au niveau du design graphique. Alors, connaître sa stratégie d'entreprise. Et ça, c'est le facteur le plus important au niveau du relais entre les gens qui travaillent sur le terrain et les gens qui travaillent directement en ligne. Connaître la stratégie d'entreprise, ça veut dire que mon entreprise, elle fonctionne comment, quelle est sa vision. C'est-à-dire qu'un community manager doit connaître toute l'information. Faites un test aujourd'hui. Faites ça, vous, les chefs d'entreprise, les entrepreneurs. Prenez votre community manager un jour et posez-lui la question, dis-moi un peu, est-ce que tu connais toutes nos gammes de produits? Vous allez être surpris. Vous allez être vraiment surpris des réponses qu'ils vont vous donner. Vous lui demandez, par exemple, est-ce que vous connaissez les prix de tel produit et consort? Ou bien vous allez dire, tiens, Emmanuel, tu peux me rappeler, par exemple, le prix de tel produit? Vous allez être surpris du type d'informations qu'ils vont vous donner. C'est pour ça que c'est important. Maintenant, imaginez quelque chose. Imaginez que je parle à votre place et que tout ce que je vais dire, ce sont des informations erronées. Vous savez ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est qu'au lieu que je vous fasse monter, je vais vous faire descendre. Et c'est ce que la majorité des community managers se retrouvent en train de faire. Et ça nécessite de la formation. Nous tous, on l'a fait. Avant d'arriver où nous sommes, on a fait des formations et il faut vous former. Sans la formation, vraiment, je ne sais pas comment vous allez faire, mais ce n'est pas évident de le faire. Il faut connaître ces détails-là. Vous avez un community manager aujourd'hui qui ne sait pas parler au téléphone. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un appelle, aujourd'hui, il est chargé de dialoguer avec des clients, c'est-à-dire la communauté, créer une communauté, animer la communauté, convertir la communauté vers les objectifs qu'on veut, que ce soit de vente, que ce soit de trafic et consorts. Ça veut dire qu'il doit quand même connaître des sujets que ces internautes.
évoque. Si aujourd'hui, on vous dit, OK, d'accord, nous allons parler du monde de la FinTech et que votre community manager, vous êtes dans la FinTech, votre community manager n'est pas cultivé sur la FinTech, vous pensez qu'il va dire quoi à vos clients? Il ne peut rien dire. Ce qui va se passer, c'est qu'il va prendre des affiches comme ça, il va les relayer et vous n'aurez jamais de résultat. Un community manager, ça doit être un ambassadeur, c'est-à-dire un défenseur de l'entreprise, un ambassadeur de l'entreprise et également, si on peut dire, un avocat du client. Pourquoi un avocat du client? Parce que c'est celui qui prend les besoins du client et qui se dit, OK, d'accord, voilà ce qu'il a dit. Et comment est-ce qu'on peut adapter ça par rapport à la stratégie d'entreprise qui est de vendre tel service ou tel produit ou alors qui est d'atteindre un certain volume de vente. Et il va traduire le besoin du client et renvoyer ça au service commercial ou au service marketing de telle manière qu'on puisse même faire un produit adapté à ces clients-là ou à cette niche de clients-là. C'est pour ça qu'un community manager doit avoir des compétences. Je suis désolé de le dire, ça va peut-être frustrer beaucoup de personnes s'ils le sont. Si elles le sont, je veux dire, si elles sont community manager. Un community manager doit avoir des connaissances en marketing, en communication, sur le volet commercial, sur le volet projet, parce qu'il y a de la planification dedans. Pour publier, par exemple, sur les réseaux sociaux, vous devez savoir quels sont les pics. Vous devez savoir à quelle heure les gens sont le plus connectés. Vous devez savoir à quelle heure les gens font le plus de commentaires, le plus de directs. J'ai assisté à quelque chose de magnifique. Ça, c'était pour le cas du Sénégal. C'est que dans la nuit, il y a beaucoup de directs qui sont lancés. Et ces directs-là ont vraiment beaucoup de retombées au niveau du trafic. Bon, imaginez que vous venez faire votre direct à 8 heures. Vous n'aurez personne. Donc, vous voyez que c'est important pour un community manager d'avoir ces éléments-là. Et ça fait que s'il a les informations sur la stratégie d'entreprise, où est-ce que l'entreprise va, ne cachez pas vos informations aussi, parce que les chefs d'entreprise aussi, ils sont pour quelque chose. C'est-à-dire ils ont une manie à vouloir cacher toutes les informations. Vous ne pouvez pas cacher les informations qui concernent vos produits, votre distribution, votre communication, la façon de servir le client. Si vous cachez ça à la limite, vous ne devez pas créer une entreprise, autant mieux rester à la maison. Donc, si vous êtes chef d'entreprise, il faut énoncer l'information de manière claire, de telle manière que toute personne puisse cerner et donner l'information au client. Alors maintenant, sponsoriser les publications, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que que ce soit les publications ou les sponsoring, si vous allez par exemple sur des applis comme, on peut dire des réseaux comme Instagram, la façon de sponsoriser sur Instagram n'est pas pareille que sur Facebook. Même la façon de publier. Je vais venir au niveau de la façon de publier. Sur Facebook, vous publiez, vous sponsorisez, vous choisissez les bons critères, vous touchez qui vous voulez. Si vous avez une bonne affiche, si vous avez une bonne accroche, ça va marcher. Sur Instagram, ce n'est pas pareil. Sur Instagram, on vend beaucoup plus de rêves. Si vous arrivez sur Instagram, vous allez vous rendre compte qu'on vend la qualité de l'affiche, on vend la qualité de la présentation, on vend, si on peut dire, ce côté bling-bling, c'est-à-dire ce côté, si on peut dire, rêve de la publication. Si vous ne publiez pas comme ça sur Instagram, ça ne sert à rien d'y aller. Donc, il faut déjà savoir ça. Et ça fait que maintenant, sur Instagram également, il y a ce qu'on appelle, c'est-à-dire l'algorithme réagit en fonction de qui vous êtes, c'est-à-dire quelle est votre valeur. Est-ce que vous réagissez comme un créateur de contenu? Ça veut dire qu'il faut publier constamment. Je recommande aux gens de publier toujours au minimum 3 contenus par jour. Alors maintenant, si je dis 3 contenus par jour, on revient à la diapo en haut là-bas, c'est-à-dire où je vous disais que non, on ne va pas revenir, je veux juste vous rappeler. Je dis que, vous imaginez quand je vous ai dit qu'il fallait, par exemple, bien choisir son réseau et avoir les capacités, c'est-à-dire qui je suis. Si vous dites 3 publications, ça demande quand même d'avoir un infographe. Parce que si vous publiez minimum 3 fois par jour, ça demande de produire 3 visuels par jour. Ça demande de produire 3 textes par jour, ainsi de suite. Et puis, c'est important à ce niveau. Et normalement, même, c'est même d'aller jusqu'à 5. Si vous pouvez aller jusqu'à 5, c'est bon. Maintenant, sur tous les réseaux sociaux, et ça, il faut le faire partout, tous les réseaux sociaux qui vous donnent la possibilité de faire les stories, c'est-à-dire les stories, c'est ce que les gens appellent d'habitude, je dirais comme ça, les statuts. Tout ce que vous partagez sur votre page, allez partager ça également là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas l'habitude de venir cliquer sur votre page directement. Tandis que lorsque vous publiez dans les statuts, les gens ont déjà pris la consultation des statuts comme étant, c'est un peu comme leur journal. Le matin, ils se réveillent, ou bien à midi, ou bien à une certaine heure. Ils disent, ah, qu'est-ce que les gens aujourd'hui, ils ont publié? Et lorsque vous publiez sur les stories, ils vont dire, hey, il y a une nouvelle information sur telle page. Et c'est là où il sera tenté, ou bien elle sera tentée, de cliquer pour aller voir de quoi il s'agit. Donc, il faut toujours publier là-bas. Tout ce que vous partagez dans le fil d'actualité, partagez ça également dans les statuts, bien dans les stories, et en respectant les formats. N'oubliez pas, ça va avec les formats. Et c'est pour ça que si vous respectez les formats, même dans les statuts, ça va bien s'afficher. Maintenant, connaître le comportement de la cible sur les réseaux sociaux. Par exemple, sur Facebook, vous allez vous rendre compte, vous avez à peu près de monsieur tout le monde. C'est vraiment une communication de masse. Sur Instagram, vous avez des gars c'est-à-dire des personnes qui sont dans une statut de rêve, de popularité, de célébrité et consorts. Donc, quand vous comprenez ça, vous savez également que si vous publiez des contenus là-bas, vous devez aller avec ce type d'émotion. C'est-à-dire vous ne devez pas aller étant trop sérieux, vous ne devez pas aller étant trop carré, étant trop borné. Et puis, une chose, et ça, j'interpelle les chefs d'entreprise et les responsables de projet, le digital est extrêmement périssable. Je vais vous expliquer pourquoi.
À partir du moment où vous avez déjà publié, fait une publication, elle expire. À partir du moment où vous l'avez mis en ligne, elle a expiré. Il faut déjà penser à la suivante. Parce que dans la plupart des cas, dans les entreprises, on aime les longs, c'est-à-dire les longs schémas de décision. Si vous avez les longs schémas de décision avant de dire qu'est-ce qui va aller sur les réseaux sociaux et consorts, vraiment, vous n'avez pas besoin d'être sur les réseaux sociaux. Vous n'allez pas prospérer longtemps. Il faut des personnes, choisissez des personnes responsables qui peuvent être autonomes et qui peuvent vous proposer des contenus sûrs et ne pas prendre des risques qui vont, par exemple, vous faire couler. Et donc, c'est vraiment la ressource humaine à ce moment qui est importante. Et avoir un schéma décisionnel court, c'est-à-dire think big, pensez grand, mais agissez smart, allez très vite. Donc, c'est très important à ce niveau. On n'attend pas sur les réseaux sociaux. Et lorsque quelqu'un vous écrit, vous répondez tout de suite. Alors là, on va passer directement à la prochaine diapo. Emmanuel, j'en profite pour signaler que l'heure court et il faut qu'on laisse un petit peu de place aux questions-réponses à la fin. Hein. D'accord, je vais accélérer. D'accord, ici, c'est juste un résumé. Hein. C'est juste un résumé pour vous dire que lorsque vous publiez sur les formats de publication, c'est capital. C'est-à-dire, si vous respectez les formats, peu importe le support où ça va aller, quand vous respectez les formats, ça va bien s'afficher là-bas. Et c'est pour ça que je vous disais la deuxième fois qu'il faut, là, je vais dire dans la diapo précédente qu'il faut respecter les formats de publication. Ça, c'est tout simplement ce que je vais vous expliquer, je voulais vous expliquer ici, et que ça doit répondre à une problématique. Ça doit répondre à un problème précis. Donc, quand vous allez lire le support, pour ceux qui demanderont le support à Emmanuel, et il y aura tous les éléments que vous allez pouvoir lire. Donc, on peut passer. Alors, l'utilisation des consoles de ciblage. C'est-à-dire, lorsque vous voulez cibler, il faut être précis. Pour ne pas perdre votre budget, beaucoup de gens ont déjà rencontré ça. Vous voulez sponsoriser, que ce soit sur Facebook, Instagram et consorts. Lorsque vous allez sponsoriser, par défaut, vous allez voir parfois que le réseau social vous met un pays. Et beaucoup de gens ont sponsorisé pendant des années alors que c'était calibré sur les États-Unis. Alors, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que vous étiez en train de proposer vos contenus aux États-Unis. Et vous comprenez et vous allez vous dire, ah, mais pourquoi personne ne vient m'acheter? Pourquoi personne ne m'appelle? Pourquoi personne ne me contacte? C'est parce qu'en réalité, vos critères n'étaient pas bien paramétrés. Si vos critères, c'est le marché du Niger, le marché du Cameroun, le marché de la Côte d'Ivoire, il faut veiller là-bas à mettre tous ces paramètres-là, que je voudrais que ça aille sur tel marché, sur telle cible, des gens qui habitent à tel endroit. Et vous allez également être précis, les centres d'intérêt. Vous ne pouvez pas cibler les gens qui veulent les cosmétiques. Si, par exemple, si vous vendez les cosmétiques, vous allez cibler les personnes qui ont une fois cherché une information sur les cosmétiques ou bien qui ont l'habitude de côtoyer les informations sur les cosmétiques. C'est ces personnes-là que vous allez cibler. Donc, dans la console, il y a tout un ensemble de paramètres qui vous permettent de définir à qui vous devez envoyer votre publication, dans quel pays, à quelle tranche d'âge, que la personne doit voir ça combien de fois. La personne, par exemple, vous devez savoir, est-ce que vous voulez qu'on voit plutôt la vidéo ou est-ce que vous voulez qu'on clique pour aller vers votre site Internet, c'est-à-dire que vous devez définir, dire à la console Ads que voilà ce que je veux, voilà la réaction que je voudrais que le client ait. Et lorsque vous avez bien paramétré ça, ça va réagir exactement pareil. C'est pour ça que c'est important de maîtriser les consoles de chaque réseau social, Instagram, Facebook, ainsi de suite. Bon, avec le temps, j'espère qu'un jour, on aura la possibilité d'aller uniquement dans tout ce qui est paramétrage technique en fonction de l'opportunité d'Emmanuel Bocquet, si on arrive à ce niveau. Donc, on peut passer. Alors, ici maintenant, je vais juste me résumer parce qu'on est à la fin. Et je vais vous dire, c'est quelque chose de très important. Il faut vous poser une question. Première question, c'est est-ce que je veux aller sur les réseaux sociaux? Si la réponse est oui, est-ce que je dois utiliser tous les réseaux sociaux? La réponse peut être oui, ça peut être non. En fonction de ce que vous voulez faire, vous pouvez choisir. Il y a des gens qui prospèrent avec un seul réseau social. Et c'est pour ça que c'est très important de savoir choisir. Et pour choisir, il faut juste savoir quelles sont les habitudes de vos cibles, où est-ce que vos cibles se trouvent, comment est-ce qu'elles se comportent. Si c'est les cibles qui aiment le bling-bling, vous comprenez que vous avez besoin d'Instagram, pas de Facebook. Si c'est les cibles qui aiment les tutos de formation et consorts, vous savez que vous avez besoin de Facebook, Instagram et YouTube. Si c'est les cibles qui ont besoin, par exemple, si on peut dire, d'amusement, vous savez que vous avez besoin de TikTok, ainsi de suite. Donc, c'est en fonction de l'objectif, comme je disais, que vous devez savoir comment aller sur les réseaux sociaux. Alors, qu'à cela ne tienne, je vais vous donner la possibilité, je vais m'arrêter là, pardon, pour vous permettre de poser des questions, chacun en fonction de son secteur d'activité, pour que je puisse répondre, pour que ça puisse vous aider. Je vous recommanderais de cadrer ça sur votre secteur d'activité ou bien sur une problématique que vous voulez résoudre. Merci. Merci beaucoup, Emmanuel. Donc, je renforce le message d'Emmanuel Chabot. Hein. Vous avez la chance de l'avoir en direct sous la main et gratuitement.
Donc, allez-y, posez les questions par rapport à votre entreprise, à vos besoins, à vos problèmes, aux solutions que vous recherchez. Donc, pendant que les questions arrivent, j'ai un premier lot de questions qui sont arrivées pendant la présentation. La première est celle de Soraya, c'est une question qui demande comment est-ce qu'on peut faire payer le client efficacement sur les réseaux sociaux? Quels sont les outils pour obtenir ces paiements? Qu'est-ce que vous recommandez? Alors, j'imagine que ça dépend des pays, mais en tout cas, dans les outils que vous connaissez, sur les territoires que vous connaissez, qu'est-ce que vous recommandez aux gens qui doivent encaisser des paiements? Alors, pour les paiements, la première des choses à savoir, c'est que basez-vous toujours sur la cible. Ne choisissez pas un moyen de paiement qui viennent de vous directement. Posez-vous la question, qu'est-ce que les personnes que je cible utilisent? Ça va vous permettre de répondre facilement à cette question. Pourquoi? Parce que si vous êtes sur la France, par exemple, vous avez beaucoup de moyens de paiement. Vous avez PayPal, vous avez la carte Visa, les cartes bleues, les Mastercard et consorts. Et vous avez un dispositif bancaire qui est assez bien organisé en termes de symétrie d'information. La symétrie d'information, ça veut dire que c'est un dispositif qui permet d'avoir toutes les données sur un client. Donc, en réalité, on n'a pas peur. Tandis que si vous êtes sur un territoire africain, c'est-à-dire que pour les pays qui n'ont pas encore vraiment toute cette infrastructure-là, vous allez vous rendre compte que nous sommes beaucoup plus social selling, c'est-à-dire on aime ce qui va vite. Ici, par exemple, en Afrique, vous allez vous rendre compte que les moyens comme Orange Money ont du succès. Ça veut dire que si vous avez l'API Orange Money, les gens vont forcément venir si vous êtes en Afrique. Si vous êtes en Europe, si vous avez tout ce qui est paiement par carte Visa, tout ce qui est paiement par PayPal, tout ce qui est paiement par exemple, les intégrateurs, c'est-à-dire les intégrateurs qui ont toutes les solutions en un coup, c'est aussi possible. Mais tout part du client. Je préfère que vous vous fixiez sur le client. Dites-vous, est-ce que le client peut utiliser ça? Pardon, désolé. Est-ce qu'il peut utiliser ça ou est-ce qu'il utilise ça? Et si ce client, si la réponse est oui, vous prenez ce moyen. Mais si la réponse est non, ça ne vaut même pas la peine parce qu'il ne va pas l'utiliser. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à changer tout de suite comme ça le moyen de paiement. Ça peut arriver, ça arrive dans certains cas, mais ce n'est pas très fréquent. Donc, en fonction des pays maintenant, pour le cas, par exemple, j'aurais aimé avoir son pays, mais comme je n'ai pas son pays, pour le cas, par exemple, de l'Afrique, il faut regarder quels sont les moyens qui sont utilisés. Ici, nous avons des entreprises, si Emmanuel me permet de citer juste comme ça, vous avez des entreprises… Bien sûr, on est dans le concret, ce n'est pas de la publicité, c'est de l'information. Allez-y. D'accord. Vous avez des entreprises, par exemple, comme aujourd'hui, comme Intosh, qui vous proposent des moyens de paiement qui sont des agrégateurs, c'est-à-dire à l'intérieur, vous avez tous les moyens de paiement. Vous avez les moyens, vous avez Pedunia, qui vous propose également un intégrateur de tous les paiements. Ça veut dire que quand le client arrive, peu importe ce qu'il veut, peu importe ce qu'il veut comme moyen de paiement, il va trouver ça là-bas. Vous avez d'autres intégrateurs également qui arrivent et vous avez même Orange lui-même qui vous dit, OK, d'accord, je vous donne mon API et puis vous allez juste l'installer sur votre page des réseaux sociaux et puis vous allez la voir. Et même encore, vous avez des transferts de carte à carte, c'est-à-dire que vous avez UBA aujourd'hui qui est en train de faire un excellent travail au niveau de l'Afrique concernant le digital, qui met des cartes prépayées, qui met en place un dispositif, par exemple, de contrôle. Parce que moi, par exemple, j'utilise beaucoup UBA. Lorsque quelqu'un m'envoie un virement par là, ou bien me paye par là, ou bien j'effectue un paiement, c'est directement connecté à mon téléphone. J'ai le message en temps réel, j'ai l'historique en temps réel, ainsi de suite. Donc, vous avez plein de personnes comme ça qui vous proposent ce type de moyens. Maintenant, si vous êtes en France, vous avez déjà, pour ceux qui utilisent la plateforme, si c'est PrestaShop, par exemple, pour faire du e-commerce, vous allez vous rendre compte qu'à l'intérieur, il y a déjà des moyens qui sont prévus. Ils vont vous dire, par exemple, vous allez payer par carte, par master, ainsi de suite. Si vous avez un WooCommerce, par exemple, ça sera pareil. Donc, au niveau de l'Europe, quand même, c'est un peu mieux organisé parce que tout est prévu. Vous n'aurez même pas grand-chose à faire. C'est votre développeur qui va juste installer et le client aura la possibilité de lui-même, si on peut dire, de cliquer sur ce qu'il veut, ce qu'il arrange. Mais en Afrique, ça dépend beaucoup plus aussi du consommateur. Donc, à partir de ce moment-là, il faut savoir ce qui marche. Ce qui marche, c'est ce que je viens de vous citer et ça marche. Maintenant aussi, il ne faut pas oublier un autre paramètre. Ne vous focalisez pas sur le fait que la personne veut payer seulement en ligne. Il arrive, par exemple, que beaucoup de clients veuillent d'abord recevoir le produit avant de payer. Ça arrive. Donc, maintenant, par contre, pour certains produits où vous voulez gagner, vous voulez le moyen de faire une avance par Orange Money ou bien par le moyen que vous voulez. Pour d'autres, vous pouvez leur dire, OK, d'accord, si vous avez confiance en votre produit, vous pouvez envoyer le produit avec le livreur et la personne va arriver, va prendre le produit. Ou alors, vous pouvez facturer la livraison, c'est-à-dire le produit peut arriver là chez la personne, mais si la personne prend tant mieux, si elle ne prend pas, la personne est tenue de payer la livraison. Mais là, il faut notifier tout ça avant au client. C'est pour ça que je recommande aux gens, toujours lorsque vous faites une facturation, de dire, monsieur tel, vous avez passé une commande de temps,
qui fait tel montant, qui contient tel élément, tel élément, tel élément. Et lorsque vous allez faire cela, vous serez au moins sur la même longueur d'onde. J'espère que j'ai bien répondu à la question. Je pense, sinon il y aura d'autres questions. Il y a une question qui vient de tomber. Je ne sais pas si vous allez avoir une réponse très précise, mais c'est une petite question entre guillemets. Bonjour, j'ai 2 pages de la même structure. Je voudrais éliminer l'une des 2 pages. Comment faire? Donc j'imagine qu'il parle de page Facebook. Oui. On n'est pas vraiment dans le thème business vente, mais si vous avez une réponse en 2 mots. D'accord. Alors, si vous avez deux pages, je suppose que c'est Facebook, comme Emmanuel l'a dit, sachez qu'il y a une fonctionnalité sur Facebook qui permet de supprimer une page très facilement. Il suffit juste d'aller taper, pour ne pas vous perdre, taper supprimer une page sur le moteur de recherche, c'est-à-dire c'est Google. Ça vous conduit directement vers l'onglet de Facebook qui vous montre la démarche pour supprimer une page. Il y a également une possibilité, et ça, c'est ce que je vous recommande, pour ne pas perdre les abonnés que vous avez sur les 2 pages, qui vous permet de fusionner 2 pages pour que ça devienne une page. Donc, vous allez mettre fusionner des pages, fusionner 2 pages Facebook. Vous tapez ça sur l'onglet et vous allez avoir la méthode. C'est assez basique. Vous allez juste cliquer sur suivant, suivant, suivant. Et vous allez changer le nom. Vous allez donner le nom que vous voulez. Et ça va fusionner les pages. Comme ça, vous allez garder votre clientèle, garder vos abonnés et garder les publications que vous avez. Donc, c'est ce que je peux vous dire. Très bien. Merci beaucoup. Une question complémentaire du même intervenant, qui cette fois est une question business. Est-ce qu'on peut monétiser le nombre de likes d'une page? Autrement dit, si j'essaye de traduire ça, je suppose qu'ils ont un certain nombre de likes sur une page. La question, c'est est-ce qu'on peut faire de l'argent avec? Éventuellement, combien d'argent? Alors, la question de monétiser les likes ou alors le trafic d'une page est une question très importante, surtout dans le contexte africain. Effectivement, vous pouvez monétiser les likes. Pourquoi je le dis? C'est parce qu'il faut partir d'abord de la base, c'est qu'est-ce que vous produisez comme contenu. Si aujourd'hui, pour ça que dans la présentation, je vous ai parlé de savoir qui vous êtes et quelle est votre vision et comme ça. Si vous voulez monétiser les likes, il faut que ça corresponde à une audience. Parce qu'aujourd'hui, on vend l'audience et les likes, c'est une audience. C'est-à-dire, vous pouvez dire à une entreprise, j'ai 40 000 personnes qui aiment mes publications tous les jours. Voilà comment vous allez faire votre prospectus pour envoyer c'est-à-dire aux personnes qui vont mettre des publicités sur votre site Internet ou bien sur votre page. Vous allez dire, sur ma page, j'ai 40 000 personnes qui aiment mes publications. Cela veut dire que j'ai 40 000 personnes qui aiment la façon dont je communique, qui aiment la façon dont je produis les contenus. Ça veut dire que vous, si je publie vos contenus, vous allez avoir également 40 000 personnes qui vont liker vos contenus. Ça veut dire quoi? Si les gens veulent liker vos contenus, il faut juste bien expliquer. C'est juste une question commerciale. Il faut juste expliquer aux clients que vous avez 40 000 personnes qui vont liker vos contenus. Et si elles ont liké le contenu, ça veut dire qu'elles ont vu. 1, ça veut dire que c'est déjà un atout. De 2, elles ont consulté. Parce que consulter, voir et consulter, c'est 2 choses différentes. Elles ont consulté. Et parce qu'elles ont consulté, ça leur a plu, ils ont liké. Ça veut dire qu'ils ont aimé. Donc, ça fait 3 indicateurs clés en matière de publicité qui permettent de dire que vous pouvez commercialiser les likes. Maintenant, comment commercialiser ça sur les réseaux sociaux? Ça demande de faire des contenus spécifiques. C'est-à-dire que si aujourd'hui, je vais vous faire la publicité de Pedounia, il faut proposer, parce que l'annonceur aujourd'hui que vous allez voir n'est pas un annonceur qui sait ce que vous allez faire. Il faut lui dire comment vous allez faire. Une fois que j'ai présenté la première étape, c'est-à-dire la valeur des likes, je vais lui dire, alors voilà comment je vais m'y prendre avec vous. Prenons le cas de UBA. Je vous fais une simulation tout simplement. Je fais une vidéo où je dis, par exemple, vous aimez faire du e-commerce en ligne, est-ce que vous savez que vous pouvez recevoir vos paiements directement dans votre compte bancaire? Tout simplement parce qu'il y a des applications où il y a des modules qui permettent d'intégrer cela à vos pages de réseaux sociaux et lorsque le client cliquera dessus, il aura accès à la plateforme ou à la passerelle de paiement et il pourra gagner, et il pourra payer directement et vous recevrez cet argent. Alors là, je suis en train de m'intéresser aux entrepreneurs, par exemple, c'est-à-dire je vends ce service aux entrepreneurs. Alors moi, je vais dire à UBA que si je dis comme ça, à la fin, qu'est-ce que je vais dire dans ma vidéo? Je vais dire, c'est une application qui marche à 100%, je l'ai essayé, je l'ai testé. D'ailleurs, je suis en train de la tester, je vous fais une petite démo. Je vous partage mon écran, vous partagez l'écran, vous faites tac, tac, tac. Et à partir de ce moment, vous dites, en quelques minutes, vous voyez, voilà mon compte qui vient d'être crédité. Difficile de résister à ça pour n'importe quel internaute, même pour n'importe quel annonceur. Alors, l'annonceur va vous dire, ah, il vient de démontrer en ligne qu'on peut payer efficacement avec la carte UBA et sans problème. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que vous allez dire, si vous voulez qu'on vous installe cette passerelle ou bien cette API, faites-moi juste signe
via les messages, via les commentaires, et comme ça, je vous répondrai. Alors, vous vous êtes transformé là en agent commercial ou bien en conseiller client d'UBA, et UBA ne peut pas refuser une telle offre. Vous voyez, tout est une question de présentation commerciale. Si vous savez présenter, vous faire votre présentation commerciale, vous pouvez avoir n'importe quel annonceur. Et avec n'importe quel indicateur. Citez-moi n'importe quel indicateur, je vous dirai comment est-ce que le commercialiser. Donc, c'est ce que je peux vous dire à ce niveau. Merci beaucoup, Emmanuel. Une autre question, est-ce qu'il est possible de redéfinir son ou ses audiences sur les réseaux sociaux pour les adapter en fonction de ses produits ou de l'évolution de ses produits ou des nouveaux produits qu'on a? Oui, c'est totalement possible parce que si vous allez sur la console des réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram et consorts, vous allez voir qu'ils ont à peu près tout prévu. C'est-à-dire le domaine d'activité, le type de service ou le type de produit. Ils ont prévu même les boutiques parce que quand vous arrivez, vous avez, pour ceux qui sont en France, en Afrique, tous les pays n'ont pas encore la boutique Instagram, mais ça dépend, c'est en termes de marché juste, mais j'espère que ça va arriver en Afrique bientôt. Et ce n'est pas encore très développé ici, en fait, les boutiques Instagram, mais en Europe, déjà, ça existe, les boutiques Instagram, et ça marche fort. Les gens se font beaucoup d'argent dessus. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez la possibilité de définir votre page exactement comme vous voulez. Ça commence par l'habillage. Si vous avez une page thématique, par exemple, sur les cosmétiques, quand quelqu'un vient sur votre page cosmétique, il faut que ça ressemble aux cosmétiques. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, quand la personne arrive sur vos produits, là, les publications que vous faites, par exemple, doivent ressembler à votre secteur d'activité. Ça veut dire que vous ne devez pas tout vendre. Parce que qu'est-ce qui se passe d'habitude? Votre question émane d'un élément très simple. Vous allez vous rendre compte que souvent, lorsque quelqu'un vend des cosmétiques, il veut tout vendre. Les cheveux, le corps, les yeux, ce n'est pas conseillé. Il faut quand même que les clients vous identifient à quelque chose de précis et que votre page soit habillée comme ça. Si vous prenez les pages de L'Oréal, vous allez vous rendre compte qu'il y a une stratégie précise pour chaque type de produit. Vous avez L'Oréal SF, vous avez L'Oréal Paris, vous avez même en fonction même des lieux géographiques. Vous avez L'Oréal cheveux, vous avez L'Oréal soins du corps. Vous allez vous rendre compte qu'ils ont directement segmenté de telle manière que les gens qui sont sur la page de cheveux ou bien de produits capillaires, c'est exactement les personnes qu'il faut. Donc, vous également, vous pouvez faire pareil. Vous paramétrez vos campagnes sur ces critères-là et les personnes qui vont venir, donc, ce seront les personnes que Facebook ou bien les réseaux sociaux auront choisi en fonction des critères que vous avez définis dans la console et ça sera exactement votre cœur de cible. Et c'est pour ça que on revient à la stratégie d'entreprise où il faut se poser la question, quel est votre cœur de cible? C'est-à-dire, quels sont les personnes qui vous rapportent le plus en termes de volume de vente ou bien de chiffre d'affaires ou de renouvellement d'achat. Parce que comme je le dis toujours, un client, ce n'est pas celui qui achète une seule fois, c'est celui qui renouvelle son achat. Et c'est pour ça que c'est très important de bien maîtriser cette console-là. Et puis, en fonction des campagnes aussi, vous pouvez changer. Hein. Ce n'est pas fixe. C'est pour ça que Facebook vous permet d'enregistrer différents types d'audience. Vous pouvez mettre audience campagne 1, vous dites, OK, cette fois-ci, cette audience-ci, c'est quand je veux vendre les produits de cheveux. Audience campagne 2, ça, c'est quand je veux vendre les produits de corps. Audience campagne 3, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, les réseaux sociaux sont tout à fait ouverts à ce type de paramétrage. Merci. Merci Emmanuel. J'ai deux questions qui me sont arrivées dans l'oreillette qui se ressemblent un peu, donc je vous pose les deux en même temps. Oui. Commercialement parlant, qu'est-ce que vous pensez de Twitter? Et l'autre, c'est dans la même logique, quel est votre avis sur la fonctionnalité boutique de Facebook? Alors, la première question sur Twitter, c'est qu'on revient encore au niveau du choix des réseaux sociaux. Comme je vous disais, vous n'êtes pas obligé de tout utiliser. Il faut comprendre que Twitter, en premier, c'est un réseau d'influence. Alors, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire concrètement que si vous y allez et que vous n'avez pas, c'est-à-dire que cette vision d'influence-là, ça va être un peu compliqué. C'est un réseau d'information, de lobbying. Donc, il faut comprendre que c'est un réseau où il y a des leaders qui tweetent sur des informations et qui aiguillent l'orientation, c'est-à-dire qui orientent, si on peut dire, la perception d'opinion des personnes qui vont venir après, et notamment également les journalistes. Ça fait que Twitter, oui, vous pouvez vendre sur Twitter, mais comment vendre sur Twitter? Pour vendre sur Twitter, il faut vous-même être un produit. C'est-à-dire, il faut que vous-même déjà, que vous ayez cette capacité d'influencer là, cette audience-là. Ça peut être vous, ça peut être votre marque. Par exemple, une marque qui fait beaucoup de dons génère forcément, ça j'appelle des dons sociaux, génère forcément beaucoup d'impact social. Ça veut dire que si elle va sur Twitter et qu'elle se retrouve en train de faire du lobbying social sur, par exemple, les dons qu'elle a effectués, je prends le cas de l'eau, elle crée des puits d'eau potable un peu partout. Cette marque, un jour, le jour où elle va dire tout simplement sur Twitter qu'un journaliste va faire, par exemple, un article qui dit que c'est une entreprise qui construit des meilleurs puits,
Alors, on comprend que ça va aller de pair, c'est-à-dire que ça sera crédible. Et la personne va vous appeler pour savoir, pour vous dire, ah, écoutez, j'ai vous rencontré sur Twitter, il y a ceci. Maintenant, les gens qui ont des blogs, qui vendent des contenus, et d'ailleurs, c'est l'occasion pour des personnes qui vendent beaucoup de contenus, c'est-à-dire des contenus intellectuels. Et sur Twitter, il faut avoir une stratégie claire, il faut vous bâtir votre personal branding. À quoi quel est votre impact? C'est comme LinkedIn. Si vous arrivez sur LinkedIn, on ne communique pas sur LinkedIn n'importe comment. Tout de suite, quand je vais finir, il y en aura qui vont aller sur mon profil. Il y en aura qui sont déjà allés avant, j'ai regardé, il y a plusieurs qui sont allés sur le profil. Mais quand ils vont sur le profil, c'est pour voir quoi en fait? Ce n'est pas pour voir mes beaux yeux, ce n'est pas pour voir ma tête, non. C'est pour voir si j'ai la solution. C'est pour ça que lorsque vous remplissez votre profil, évitez de le rendre de manière évasive, même sur Twitter et consorts. C'est-à-dire remplissez votre profil de telle manière que ça correspond à ce que vous faites. C'est-à-dire même la photo que vous mettez sur Twitter ou sur LinkedIn va révéler qui vous êtes. Si vous mettez une photo qui donne l'impression que vous êtes un blagueur, on vous prendra pour un blagueur. Si vous mettez un texte sur LinkedIn truffé de fautes et consorts, ça peut arriver qu'il y ait des fautes, mais il y a quand même un style de faute qui ne passe pas. C'est-à-dire que quelqu'un arrive, on va se dire, cette personne n'est pas sérieuse. Si vous n'arrivez pas à retracer, à bien vous présenter, retracer votre expérience en termes de gestion. Par exemple, moi, mon profil sur LinkedIn est beaucoup plus, parce que moi, je suis très pratique dans ma façon de faire, c'est beaucoup plus basé sur le fait que j'ai géré beaucoup de comptes, de grands comptes sur l'échelle internationale et consorts. Moi, c'est sur ça que j'ai décidé d'orienter mon profil. Mais j'aurais pu l'orienter autrement. Donc, c'est pour dire que si vous voulez aujourd'hui impacter sur Twitter, peu importe le réseau LinkedIn, il faut d'abord savoir quelle est votre valeur à vous. Et quand je dis votre valeur à vous, c'est votre valeur personnelle ou alors votre valeur de la marque. Comment est-ce qu'elle est perçue? Le logo, par exemple, un logo est révélateur, c'est-à-dire qu'il annonce en réalité qui vous êtes. Si vous choisissez mal votre logo, rassurez-vous, moi je peux vous dire, vous m'envoyez un logo tout de suite, je vous dis qui vous êtes. Vous m'envoyez un logo tout de suite, je peux même vous dire quel était le niveau académique de celui qui l'a conçu. Vous voyez à quel moment, vous voyez à quel niveau tout ce qu'on fait peut impacter tout ce qu'on renvoie sur les réseaux sociaux. Donc, Twitter, vous pouvez, mais à condition d'avoir une réelle stratégie d'impact. Parce que si vous n'avez pas une réelle stratégie d'impact et de lobbying, derrière, ça ne va pas marcher. Merci. Et du coup, pour la boutique Facebook? Ah, d'accord. Pour la boutique Facebook, j'allais oublier, désolé. La boutique Facebook, l'intérêt d'avoir la boutique Facebook, c'est généralement, on la recommande au petit budget. C'est-à-dire, il y a des gens qui ne peuvent pas faire un site Internet. Alors, si vous ne pouvez pas faire un site Internet, ne vous cassez pas la tête et puis ne paniquez pas. C'est d'ailleurs pour ça que GreenTech a mis sur pied les ateliers pareils. C'est pour que ce soit les TPE ou les PME, si vous avez un problème de site Internet, OK, d'accord, ce n'est pas un souci. Vous allez sur Facebook, vous paramétrez votre boutique. Ça apparaît exactement comme sur le site Internet. C'est-à-dire, vous mettez le produit, l'accroche, la description, le prix qui va avec et vous mettez le lien d'achat, ça peut être le lien PayPal, le lien PayPal, ça peut être le lien, par exemple, pour un paiement sur une plateforme de carte Visa, ainsi de suite, ou Orange Money. Vous mettez le lien derrière ça. Et là, maintenant, lorsque vous faites vos publications, vous allez faire la publication et le lien, quand vous allez dire pour commander, cliquez sur le lien suivant. Le lien que vous allez mettre, vous allez le raccourcir. Je vous donne une astuce pour ceux qui ne savent pas raccourcir les liens. Il y a une application qui s'appelle Bitly. Vous allez aller sur Bitly, vous allez ouvrir un compte et vous allez prendre le long lien, vous allez coller sur la partie où on a mis, parce que sur Bitly, il y a une partie où on a mis link. Vous allez mettre sur passe-patte, ça veut dire coller. Vous allez coller dessus et ça va vous donner le raccourci, c'est-à-dire ce lien-là en petit format. Vous allez copier ce lien, c'est ce lien que vous allez les mettre sur Facebook ou bien sur LinkedIn, bien sur votre boutique. Et là, maintenant, les gens vont consulter vos pays. Maintenant, il faut savoir que Facebook a la capacité de faire en sorte que votre boutique soit comme un catalogue. Donc, quand les gens arrivent, ils n'ont même pas besoin de sortir. Si vous avez de beaux visuels, de bonnes accroches, tout ce que vous avez à faire, c'est d'animer votre page. Facebook va se charger de mettre vos produits à l'avant et vous pouvez définir, parce que même sur Facebook, ce qui est encore plus intéressant, vous pouvez créer des visuels directement parce que vous avez Facebook Creator. Sur Facebook Creator, vous pouvez concevoir des visuels directement là-bas. Vous mettez la photo, vous mettez la transition, vous mettez la musique et puis le tour est joué. Vous mettez le lien. Vous pouvez également aller sur Facebook, mettre ces visuels-là, mettre les boutons et les bannières, c'est-à-dire les bannières, si on peut dire, c'est les covers. Changer ça au fur et à mesure. Par exemple, si c'est le mois de la femme, comme on dit la journée internationale de la femme, vous changez la bannière, ça correspond aux femmes parce que vous voulez vendre des produits pour femmes. Quand ça change, ainsi de suite. Donc, vous devez animer votre page comme ça. Les internautes ne verront même pas que vous êtes sur Facebook. En fait, ils vont juste voir la valeur ajoutée que vous avez dans la façon de présenter vos produits. Donc, oui, une page Facebook a un avantage au niveau de la boutique si vous savez la paramétrer. Si vous paramétrez bien votre boutique, d'ailleurs, je pense que je vais mettre une vidéo d'ici peu sur mon profil sur les boutiques Facebook et je vais l'envoyer également à Emmanuel pour ces pages.
Et je crois que vous aurez toutes les informations dessus. Vous allez comprendre qu'une boutique Facebook peut vous aider à faire tout le travail. Pareil que pour ceux qui sont en Europe, qui ont Instagram, et la boutique Instagram, vous pouvez faire pareil. D'ailleurs, tous les influenceurs aujourd'hui que vous voyez n'ont pas de site Internet, la plupart. Ils ont juste les boutiques sur ces plateformes-là et puis ça marche, ils se font de l'argent. Donc, c'est pour vous dire que c'est faisable. Donc, j'espère que j'ai répondu à la question. Très bien. Une autre question dans le chat, c'est quelqu'un qui se pose la question d'une entreprise qui aurait un nom différent de celui qui est du nom de sa page Facebook, qui est également différent du nom de son site Internet, et qui se pose la question du handicap potentiel que ça peut impliquer. Alors, ça, on revient justement à l'une des diapos qu'on a évoquées ici, qui est la stratégie d'entreprise. Ça veut dire tout simplement que vous n'avez pas pris le temps ou bien vous n'avez peut-être pas mis assez de soin dans la définition de votre stratégie d'entreprise. Alors, pour répondre à votre question, je vous prends un exemple simple. Imaginez que je vous dise, je m'appelle Orange, je communique sur un produit qui s'appelle banane et je vous demande d'aller acheter sur un site qui s'appelle Pamplemousse. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer dans l'esprit du consommateur, c'est qu'il n'a pas affaire à la même personne. Il n'a pas affaire à un produit de qualité parce qu'il change d'intervenant à chaque moment. Ce qui va se passer, c'est qu'il y aura un problème de compréhension même de l'information parce que si vous avez 3 noms différents pour 3 plateformes différentes, également pour un nom d'entreprise, ça veut dire arrêter que vous n'existez même pas. Je préfère vous le dire simplement comme ça. Ça veut dire que vous n'existez pas. Ça sera compliqué pour vous d'avoir une clientèle fidèle. Pourquoi? Parce que la clientèle ne va jamais s'identifier à la valeur essentielle de votre marque. Par contre, vous pouvez avoir une entreprise qui a une marque, c'est-à-dire qu'une entreprise qui s'appelle par exemple Soboa, mais Soboa qui commercialise plusieurs jus. C'est-à-dire que Gazelle Pamplemousse, je ne sais pas, Gazelle Orange, Gazelle et consorts. Mais on sait tous que tous ces produits appartiennent à la même marque. Mais par contre, il faut faire une communication dessus. Ça veut dire que nous sommes une entreprise telle qui produit tel nombre de jus. Et là, maintenant, vous pouvez faire une page pour chacun des produits. C'est possible. Mais maintenant, il faut avoir de la ressource parce que les pages demandent des ressources. Ça demande des community managers, des chargeurs de contenu et consorts. Ça, c'est possible. Mais par contre, si vous avez un produit, une marque, et la marque était censée représenter le produit, et le produit était censé avoir un nom, et le site était censé être calqué sur la valeur du produit, et que les 3 sont différents, vous courez quand même le risque que vos clients ne se retrouvent pas. Et vous courez le risque surtout, et ça, c'est le plus dangereux. Vous allez travailler tous les jours. Il y a beaucoup de PME qui travaillent et qui se disent, ça fait 20 ans que je travaille, mais vraiment, je n'arrive pas à faire de chiffre d'affaires. Je fais le chiffre d'affaires ce mois, après ça chute et consomme, mais je ne sais pas ce qui se passe. En fait, c'est qu'elle travaille mal. Vous devez travailler à l'acquisition d'un fichier client fidèle. Si les gens viennent une seule fois et ils repartent, ça veut dire que vous n'allez jamais avoir un fichier client fidèle. Ça veut dire que vous allez reprendre le travail à chaque fois. Et c'est quand même épuisant que vous existiez depuis 10 ans et que chaque jour, vous soyez en train de reprendre le travail. Tandis que si vous avez une cohérence, et c'est pour ça que j'ai parlé plus haut de la cohérence de la communication. C'est-à-dire, je ne peux pas dire que sur mon profil, je suis par exemple spécialiste de la transformation digitale et venez vous parler, par exemple, du management des ressources humaines. Ce qui va se passer, c'est que vous allez vous poser la question, quel est mon secteur d'activité au juste? Et les clients n'aiment pas les gens qui connaissent tout. Même si vous connaissez tout, gardez le reste pour vous. C'est-à-dire qu'intéressez-vous à ce que le client veut. Donc, c'est ce que je peux vous dire un peu à ce niveau. Merci. J'ai une question un peu technique qui vient de m'arriver. C'est quelqu'un qui dit, pour une campagne publicitaire dans le gestionnaire de publicité de Facebook, comment faire pour cibler les entreprises? Alors, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce que justement, les entreprises ont des critères déjà prédéfinis et ont des informations stables. Ça, c'est la première bonne information que vous devez avoir. C'est que contrairement aux personnes physiques, les entreprises parce que vous avez un registre de commerce, vous avez une localisation, et ainsi de suite. Donc, il y a assez quand même d'informations sur les entreprises que Facebook a réussi à collecter et à mettre dans sa console. Alors, si vous voulez le faire, quand vous allez aller dans la console, lorsque vous allez sponsoriser ou bien vous allez paramétrer dans votre Facebook Manager, vous allez juste aller choisir les entreprises. Vous allez mettre entreprise. Là, on vous parle des cibles. Vous avez les cibles, vous avez les centres d'intérêt, surtout centres d'intérêt. Vous allez mettre entreprise. Quand vous allez mettre entreprise, Facebook va vous proposer, ils vont peut-être vous dire entreprise dans le secteur de la télécommunication, entreprise dans ceci, dans cela. Mais par contre, Facebook va vous mettre un bouton en haut, c'est-à-dire qu'une ligne qui est tout simplement entreprise. Donc, si vous voulez toutes les entreprises, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer dessus.
et ça va ajouter ça dans vos centres d'intérêt. Si vous voulez détailler, si vous voulez recentrer, c'est-à-dire que cibler vraiment vers votre secteur d'activité, vous voulez par exemple les entreprises uniquement des textiles, que vous allez vous mettre entreprise des textiles ou bien entreprise et après vous allez mettre textile, vous allez mettre textile. Donc vous allez mettre ce qu'on appelle, pour ceux qui utilisent Excel, il y a les données croisées. Donc Facebook va réagir comment? L'algorithme va se dire, il veut des entreprises qui sont, si on peut dire, qui s'apparentent au domaine des textiles. Donc Facebook va croiser l'information et c'est cette information-là que Facebook va renvoyer au niveau des publications. Donc si vous voulez le faire, allez juste dans la console, vous cliquez sur les centres d'intérêt et vous mettez les premières lettres entreprise, ça va s'afficher. Vous cliquez dessus, ainsi de suite. Vous pouvez vous amuser avec, pour découvrir comment fonctionnent les réseaux sociaux, ne vous cassez pas la tête. Je dis toujours aux gens, il y a un problème, il y a un souci à ne pas, je vais dire, il n'y a pas de problème à ne pas savoir, mais il y a un problème à ne pas vouloir savoir. Donc, vous pouvez créer même une page de test et cliquer sur tous les boutons que vous voulez quand vous êtes dans la console. De toutes les façons, ça n'aura aucune incidence sur vous. Et lorsque vous avez, à partir de cette page de test-là, vous allez quand même apprendre de tous les paramètres, de ciblage, les centres d'intérêt, les types d'entreprises, et ainsi de suite. Donc, vous pouvez aller dans la console, vous faites ce que je vous ai dit, vous allez vous retrouver. Très bien. Et puis, on va prendre une dernière question parce que le temps file et on ne veut pas vous prendre toute la nuit, non plus que les participants. Donc, cette dernière question de Gilbert qui est comment rendre notre entreprise scalable pour faire face à une croissance lorsqu'on vend un service de consultance? Alors, lorsque vous vendez un service de consultance, il y a une première chose à savoir. Et ça, c'est l'un des paramètres que beaucoup de personnes négligent. Vous ne pouvez pas vendre un service de consultation sans maîtriser le secteur d'activité où vous êtes. Et la plupart du temps, c'est là où les personnes pêchent. C'est-à-dire que vous vous retrouvez avec des personnes qui ont des domaines assez précis et qui n'ont pas les réponses. La première chose avant d'aller sur les réseaux sociaux pour pouvoir vendre des services d'entreprise, notamment des services professionnels, c'est qu'il faut maîtriser votre sujet. Si vous ne maîtrisez pas votre sujet, vous ne pourrez pas aiguiller le client. C'est-à-dire qu'au niveau du client, vous devez vous positionner en conseil. Il y a des clients, le patron, je dis toujours, j'ai eu un patron quand je commençais, il m'a appris une très grande leçon. Un jour, je suis entré dans son bureau et il m'a dit, je sais que vous avez été formé en marketing digital, en communication et tout le reste, mais je ne suis pas ici pour ça. Vous avez le devoir et l'obligation de m'apprendre tout ce que vous savez. Ça m'a fait sourire tout de suite. Mais il avait raison. Pourquoi est-ce qu'il avait raison? Parce qu'un patron, quand même, qui ne maîtrise pas comment fonctionne son secteur d'activité, il aura du mal à interagir avec ses collaborateurs. Parce qu'il ne comprendra pas pourquoi est-ce qu'il fonctionne. Et pour la grande histoire, un autre patron m'avait posé une question assez banale et vous allez rire. Et il m'a dit, je vois les commerciaux dans l'entreprise, mais qu'est-ce que les commerciaux font dehors? Chaque jour, ils sortent. Qu'est-ce qu'ils vont faire dehors? Vous imaginez un patron d'entreprise qui vous demande ce que les commerciaux font dehors? Ça n'a pas de sens parce que c'est une entreprise qui avait des produits où on devait aller rencontrer des clients. Donc, ça veut dire qu'en réalité, lui-même, il n'a rien compris de son domaine d'activité. Donc, c'est pour ça que les patrons doivent chercher à apprendre au maximum de tout ce que les employés font. Vous devez connaître tous les domaines. Ça, c'est même pas une question qui est discutable. Vous devez connaître comment les ressources humaines se font, comment la gestion se fait, comment les modèles d'entreprise se créent. Il y a le coronavirus actuellement. Quels sont les modèles qu'on peut appliquer? Vous devez vous renseigner dessus. Parce que si vous ne vous renseignez pas dessus, ne vous inquiétez pas, les employés vont se charger de vous faire couler. Et ça, c'est de deux manières. Soit parce qu'ils ne savent pas, soit parce qu'ils n'ont pas compris. Et si vous avez plus de chance et qu'il y a un adjoint ou alors des collaborateurs qui s'y connaissent mieux, alors là, vous aurez quand même eu la chance d'avoir des collaborateurs intéressants. Mais tout part du conseil. Tout part du conseil et il faut des entreprises qui sachent exactement quoi dire à leurs clients. Si aujourd'hui je suis en train de vous parler, c'est parce que j'ai un réponse. Là, vous me posez des questions de manière à chaud, vous me posez des questions instantanées. Je n'ai pas regardé un bord, je n'ai pas regardé un fascicule ou bien je ne sais pas trop quoi. C'est parce que ça part de la pratique, ça part de ce que j'ai eu l'habitude de faire. Vous imaginez si vous m'avez posé une question et que je faisais ceci et que je vous disais, attendez, vous savez, et je prenne le temps de chercher, vous comprenez ce qui va se passer dans votre tête tout de suite. Vous allez vous dire, ce gars, il a un problème. C'est pour ça que les entreprises aujourd'hui, pour plus de performance, pour plus de, si on peut dire, de boost, de plus de performance sur leur domaine d'activité, vous devez maîtriser votre marché d'abord. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous voulez vendre un produit, vous devez savoir qui peut acheter votre produit, où est-ce qu'il est, quel est son pouvoir d'achat, quel est le moyen de distribution le plus adapté, comment est-ce qu'il fonctionne, quel est le moyen de communication qui lui sied le plus, de quel conseil a-t-il besoin. Il y a par exemple ce qu'on appelle la prise en charge du client. Il y a des produits qui ne finissent pas là. Quand vous donnez par exemple une machine à laver, vous vendez une machine à laver, vous vous doutez que vous n'allez pas dire au client, blanchez tout simplement. Non. Il y va de votre devoir d'envoyer quelqu'un qui va
aller installer cette machine à laver et ça va vous permettre de garder ses clients. Parce que si vous le laissez installer et qu'il installe mal, il ne va pas se dire qu'il a mal installé, il va dire que votre produit n'est pas bon. Vous voyez un peu. Donc, c'est pour ça qu'à ce niveau-là, connaître tout ce qui concerne votre secteur d'activité est essentiel et ça part uniquement de la stratégie d'entreprise. Si vous maîtrisez votre stratégie d'entreprise, je vous rassure qu'au niveau des services et de ce que vous avez à dire, vous allez vous en sortir. Et surtout, avant de finir pour cette question, il est très, très, très important de savoir à qui vous vous adressez. Parce que savoir à qui vous vous adressez vous permet de bâtir un argumentaire commercial. On n'improvise pas. Lorsque vous avez des personnes qui répondent à vos lignes téléphoniques, qui envoient des messages, qui se retrouvent en train de faire des newsletters et tous les supports qui sortent pour aller vers les clients, surtout n'improvisez pas. Écrivez tout à l'avance, définissez les angles et dites-leur que si un client vous dit ceci, il faut aller sur tel angle. Si un client vous dit ceci, voilà, il faut imaginer toutes les questions possibles et les mettre dans ce qu'on appelle un manuel argumentaire. Et lorsque la personne, votre conseiller a le manuel argumentaire, il a exactement ce qu'il faut dire au client. Et là, au moins, vous êtes sûr que le client a la bonne information, le bon suivi et la bonne valeur qui est transmise par rapport à votre marque. Parce que si votre marque est mal perçue, ça ne marchera pas. Maintenant, par rapport au coronavirus, il faut comprendre quand même que les enjeux ont changé, les métiers ont évolué. Et Gilbert qui a posé la question, c'est un facteur qui est très important dans sa question, les ressources humaines. Vous pouvez avoir 1 milliard, si vous avez les mauvaises ressources humaines, vous n'allez pas avancer. C'est pour ça que lorsque vous choisissez vos ressources humaines, rassurez-vous. Je vois souvent quand on recrute des personnes et on se base sur les CV. Le CV, c'est bien, hein, mais j'ai l'habitude de dire que le diplôme, c'est bien, mais la compétence, c'est mieux. Il y a des personnes qui connaissent, vous pouvez les prendre. Des personnes qui connaissent, mais qui ont la volonté, vous pouvez les faire former. Donc, il y a ces 2 éléments-là. Maintenant, les entreprises ont parfois peur aussi de former des personnes et que ces personnes fuient. Vous devez aussi avoir un service juridique qui permet de faire des contrats qui sont assez soudés pour que les personnes ne puissent pas vous quitter après les formations. Donc, c'est important à ce niveau. La ressource humaine est très importante dans les modèles, par exemple, de vente ou bien des modèles de commercialisation des services à ce niveau-là. Donc, c'est très important, surtout avec le digital où on vend à distance aujourd'hui. Merci. Très bien. Écoutez, merci beaucoup, Emmanuel. Ce sera la question de la fin. On a été enchanté de vous avoir. Je tenais à vous remercier de la part de toute l'équipe et de tous les participants pour la générosité du geste. Je partagerai vos coordonnées à tous ceux qui le souhaitent, ainsi que la présentation. Et puis, si vous avez d'autres éléments à transmettre, je ferai le relais dans tous les sens à tous ceux qui le souhaiteront. D'accord, d'accord. Merci déjà aussi pour l'opportunité, parce que c'est une grande opportunité déjà pour tous les entrepreneurs, parce que je regarde beaucoup plus l'impact. Et ce sont les initiatives qu'il faut en réalité continuer à promouvoir. Et je vous remercie surtout pour nous, parce que nous, on est parti sur un modèle d'incubation. Aujourd'hui, on a incubé beaucoup d'entreprises. Le jour où on aura l'occasion, je vous dirai. Il y a des plateformes qui fonctionnent à l'heure actuelle qu'on a incubées, qui sont parties des personnes qui ne connaissaient rien dans le digital et aujourd'hui qui sont assez aguerris dans ces outils-là, notamment à travers notre agence Vendor et à travers notre incubateur à Capo et également à travers notre intégrateur de solutions Seine-Atlantique. Donc, il y a beaucoup d'incubateurs, beaucoup d'incubés qui aujourd'hui font de bons résultats et nous sommes contents et c'est grâce aussi aux initiatives comme celle d'Emmanuel parce qu'on arrive à les retrouver et à retrouver ces personnes-là qui manifestent leur intérêt et puis on les accompagne. Donc ça, c'est ce que je peux dire, vous dire merci. Et je reste à votre disposition pour toute planification, le cas échéant. Très bien, merci encore. Et pour information, donc le support de la présentation d'aujourd'hui sera partagé sur les posts LinkedIn sur lesquels on a fait un peu de publicité pour l'événement aujourd'hui et les jours précédents. D'accord. D'accord. Très bonne journée et bon week-end. Merci. Merci à tous les intervenants et très bon week-end aussi. Au revoir.